don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Magali Mention, bienvenue au podcast. Merci. Très contente de t'accueillir au balado. Évidemment, on a fait une petite rencontre préparatoire ensemble. Je fais toujours ça maintenant pour sentir un petit peu la vibe. C'est très important aussi pour accepter de passer à des podcasts. Des fois, justement, la vibe n'est pas là. Fait que c'est très important. Justement, où est-ce qu'on s'est rencontrés? Via LinkedIn. Je suis tombé sur ton profil et je dis, OK, le profil m'intéresse. On va faire une petite rencontre, évidemment, on va voir, OK, oui, je vais poser certaines questions, puis on va proposer le podcast. Fait que, on est là aujourd'hui. Je suis très content de t'accueillir. On a une belle heure ensemble à discuter. Puis, je vais t'expliquer un petit peu la structure. Dans le fond, donc, le premier tiers, comme je t'avais dit, c'est le background, le parcours de l'invité. Ensuite, on va parler de Ronin, Management et Consultant, les objectifs, la vision, de tout ça. Puis évidemment, à la fin, ça serait les deux dernières questions que je t'ai posées pendant l'entrevue, que les gens sont très au courant de ce que c'est. Donc, Magali, parle-moi un petit peu plus de ton parcours professionnel, peut-être aussi académique, avant de rentrer dans Ronin, là. Moi, quand tu regardes mon parcours LinkedIn, tu vois un profil un peu atypique. Moi, quand un recruteur me regarde, me dit « Oh mon Dieu, dans quelle case on va pouvoir la mettre, cette personne-là? Parcours atypique. » Moi, quand je regarde mon profil, je vois une cohérence. Ouais. Je vois une passion pour les humains. Je vois une passion pour la gestion. Puis, tu vois, en fait, mon histoire a commencé en psychologie à l'Université de Montréal. Ouais. Donc, ce qui a quand même été un élément déclencheur, parce que, tu sais, des fois, on a une vision de la vie, on est jeune, on nous demande rapidement aussi de choisir notre direction. Donc là, je me disais, le comportement humain, ça me fascine, la psychologie, ça me fascine, je vais aller en psychologie, ça semblait évident. Et là, moi, à l'Université de Montréal, à ce moment-là, il y avait un désir de couper l'accès pour la maîtrise pour pouvoir être à l'international. Donc, l'accès au doctorat était terminé. Ça a été ça a été une grande crise pour beaucoup de personnes. Je peux croire, oui. Donc là, ce qui arrive, c'est que tout ton plan de carrière change. Ouais. Et rapidement, deuxième année de bac, moi, j'étais dans le monde de la mode, j'étais dans le monde du service à la clientèle. Et là, quelqu'un m'a dit, Magali, la police, la Sûreté du Québec, la police de Montréal cherche des conventionnels. Okay. Écoute, ils demandent l'équivalent d'un an universitaire. Donc, il y a un processus d'entrevue qui est fait. Okay. Ensuite, ils vont t'envoyer faire des cours techniques au cégep, en technique policière. Puis, tu vas aller faire tes semaines à Nicolette. Donc, il y a un gros parcours. Puis là, moi, je me suis dit, pour être proche des gens, pour être proche vraiment de la réalité, du stress, tu sais, des humains vivre la psychologie humaine pour vrai. Je trouvais ça hyper intéressant. En plus, moi, j'étais très curieuse de voir ce qui se passait sur le terrain déjà. Donc, ça a été un point de bascule pour tout le reste de ma carrière. J'ai commencé le processus. Ouais. Je me présente en entrevue. Il y a 4-5 personnes devant moi. C'est hyper intimidant. Puis, ils me disent, pourquoi tu es là? Okay. Il n'y a aucun lien. Tu n'as que des expériences en psychologie ou en mode, à part un travail d'été pour que j'avais travaillé pour le renouvellement des armes à feu avec la Sûreté du Québec. Ils me disent, reviens dans un an. Montre-toi un CV. Pour aller chercher de l'expérience? Va chercher de l'expérience en sécurité. Littéralement, OK. Pour vraiment, premièrement, savoir est-ce que tu es fait pour ce métier-là, parce que c'est quand même, tu sais, ils voyaient la jeune fille passionnée que j'étais, mais il y a quand même une réalité que les policiers, j'ai beaucoup de respect pour leur travail. Ils sont confrontés à beaucoup de choses. Puis il y a aussi tout le côté intervention physique et tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant un an. Okay. Donc, tout en continuant mes études en psychologie. Donc là, je levais la main, en fait. On cherche des agents de sécurité pour travailler dans des usines. Donc, j'ai travaillé avec des grosses compagnies comme sécurité BES dans des événements. Et là, j'ai découvert une passion que je ne connaissais pas. Okay. Mais, tu sais, apprendre sa place, se dépasser. Donc, je me suis même entraînée. J'étais allée faire des arts martiaux. Et là, ça m'a amené, parce que le but ultime pour être capable d'avoir un dossier, parce qu'à cette époque-là, on était triés sur le volet. Donc, il y avait des critères beaucoup plus spécifiques, donc pas de lunettes,
jamais de contravention. Donc, c'est un gros processus de sélection, puis ils pouvaient en choisir Wow. 15 ou 35, dépendamment des besoins puis des budgets. Donc, moi, cette année-là, ces 2 années-là, en fait, m'ont amené à terminer mon bac. OK. Et finalement, le but ultime, c'était d'aller travailler chez Secure, qui était à l'époque Transport d'argent. Ouais. Parce que, évidemment, pour mettre sur son curriculum vitae, pour démontrer ta responsabilité avec une arme à feu, être capable de travailler dans des conditions difficiles à haute tension, Exact. c'était l'objectif ultime. Aussi de réussir la sélection, parce que quand tu es dans le monde de la sécurité, il y a une espèce de vénération, en tout cas à mon époque, il y a une espèce de vénération pour le monde du transport d'argent, le haut risque, la sécurité. Et à l'époque, Secure était environ, il y avait presque 800 employés. Donc, on le considérait que c'était un peu un paramilitaire, qui était la deuxième organisation un peu paramilitaire, après la police de Montréal, qui était des individus armés. Et là, c'était pendant la crise de Secure à l'époque. On parle de septembre 2004. OK. Et le grand coup extraordinaire en affaires qui a impressionné beaucoup de gens, c'est M. Crétier, Garda, qui avait sa petite compagnie. Fait que c'est le petit qui a décidé d'acheter le plus gros. Donc, il a réussi un coup de maître. Moi, je suis rentrée à cette époque-là dans cette transition-là. Et pas par le fruit du hasard, mais par beaucoup, beaucoup de travail, tout en continuant mon objectif d'être dans la police. Mais là, j'ai découvert la gestion. Je me suis retrouvée superviseur des équipes. Donc, j'ai travaillé fort parce que c'était un milieu assez masculin. Aussi. Je voulais faire mes preuves. Oui. Je connaissais pas bien mes limites. Je voulais aller jusqu'au bout. J'ai fait beaucoup de push-ups dans les toilettes pour pas pleurer. Et je me suis retrouvée directrice de compte. Et Garda a fait la transaction. Je crois, là, j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois que c'est septembre 2004, a fait un coup de maître, a fait l'acquisition. Et là, moi, je me suis retrouvée chez Secure, finalement, à me dire « Wow, est-ce que la police, c'est vraiment pour moi? » Finalement, j'ai décidé de rester puis faire un parcours de gestion. Fait que tu es tombée en amour avec la gestion. Je suis tombée amoureuse de la gestion, mais beaucoup du transport logistique, du milieu de la sécurité. Pourquoi je te dis ça? Ça a un impact sur mon parcours professionnel parce que c'est là où j'ai appris à, premièrement, à faire des analyses terrain, critiques, dans un état de stress, diriger, sécuriser ton équipe dans un contexte de stress. Et finalement, j'ai terminé mes études en psychologie. Mon Dieu, je travaillais temps plein, j'étudiais temps plein, je faisais de l'insomnie, je dormais peu, mais j'étais une passionnée. Et là, en fait, mon parcours m'a amenée avec Garda à relever des défis. Donc, il m'a envoyé restructurer une succursale. Et puis, en fait, c'est qu'il y a un profil qui se dessine, hein, parce que ce qui est difficile au début, on a un parcours. Moi, je me disais, je vais aller en psychologie, je vais avoir un bureau, je vais faire de la consultation, je vais écouter les gens. Un peu classique. Classique. C'est ça. Puis, en bout de ligne, je me retrouve à porter un uniforme avec un 357. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais un 357. Maintenant, ça a changé. OK. Un 357. Et à me retrouver complètement passionnée à régler des situations critiques de crise. Donc, Garda m'a donné une chance. Garda m'a donné une chance à cette époque-là de régler des situations, faire des processus, des procédures, être créative, prendre en charge des procédures et des processus qui étaient à refaire pour la sécurité. Fait que toujours dans un contexte, je trouve, avec des paramètres un peu difficiles. Puis là, je me suis rendu compte, en fait, j'aimais ça faire des puzzles, régler des puzzles. Et tout le reste de mon parcours, là, jusqu'à peu près dans la trentaine, je me suis retrouvée dans un milieu comme ça, en sécurité. Travailler pour Securitas. Puis là, il y a un pattern qui revenait aussi. J'arrivais dans des contextes suite à des acquisitions. 4e ou 5e directrice, des fois en poste, en peu de temps. Là, il y a on a de la difficulté à avoir une espèce de cohérence. Une structure. Ouais. Difficulté à fédérer les équipes aussi. Oui. Et là, je me suis aperçue que je suis une meilleure sprinteuse qu'une marathonienne. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ouais. Donc, j'aime arriver dans des situations difficiles, puis de régler des problèmes? Régler des problèmes, colmater, bâtir.
former, passer à autre chose. Je comprends. C'est On ça. to the next, un prochain challenge, un premier. Un prochain challenge. Ce qui Intéressant. m'a amené, finalement, en fait, si tu regardes mon parcours qui a l'air un peu atypique, Oui. c'est occuper des postes pendant 1 an ou 2. Puis ensuite, un peu comme, tu sais, peut-être que c'est peut-être pas de ta... Tu sais, c'était Le Vagabond, là, tu sais, c'était une émission. Je connais pas. Il arrivait, ça fait longtemps. Le Vagabond, c'était une émission où c'était un berger allemand qui se présentait dans des milieux difficiles. Il arrivait, il réglait des problèmes et puis il quittait ensuite. OK. Donc, moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'identité. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est ça l'histoire de mon parcours. OK. Donc, j'ai eu la chance d'aller travailler avec Securitas à Chicago. Même contexte, Wow. régler une problématique. La succursale est plus ou moins rentable. On a besoin d'une présence, on a besoin de fédérer les équipes. Ce qui m'a amené finalement un jour à me dire, peut-être que je pourrais me lancer en coaching. Bien, clairement. Donc, j'étais dans la trentaine et je suis arrivée dans un moment de ma vie où je me suis dit, OK, là, j'ai le titre, Ouais. je suis dans une position, j'ai le salaire que je voulais, Ouais. j'ai une carte d'affaires, justement, avec un beau titre qui impressionne, là. Ben oui, avec 2-3 lignes. Là. Avec 2-3 lignes. Tu dis, t'as le condo, t'as la voiture, t'as tout ça. Rendu à quoi, une trentaine, c'est ça? 30 ans. Trentaine d'années? Ouais. OK. Puis là, tu fermes les yeux, Ouais. puis tu te dis, c'est pas ça. J'ai une petite voix à l'intérieur de moi, puis je me dis, pourtant, j'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. Exact. Ben oui. Pourtant, j'ai du succès. Oui. Moi, à cette époque-là, j'avais pas le désir d'avoir une famille. Là. J'étais définitivement une carriériste. OK. Et je me suis dit, mais pourquoi ça le fait pas? Pourquoi je ressens pas le bonheur? Ou pourquoi je me sens Tu te sens pas accompli? alignée? Enligné, OK. J'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait que je voulais aider les gens. Donc là, je me suis dit, j'ai mon bac en psychologie. Est-ce que j'ouvre un bureau? Est-ce que c'est ça? Je ne pouvais pas pratiquer, là, évidemment, la psychologie Faut faire parce une que c'est maîtrise, règlement. Ou Un c'est doctorat un doctorat, maintenant, OK, ouais, wow. très réglementé. Mais je me dis, donc là, tu sais, s'ensuit une quête 15 années suivantes Ouais, c'est ça. de recherche d'identité. Puis, Wow. puis c'est ça, en fait. Puis je vais faire une parenthèse, mais tu sais, je vois beaucoup de posts sur LinkedIn où on parle d'agisme actuellement. OK. Où on va dire, des recruteurs vont dire, on a reçu une directive de ne pas embaucher cette personne-là parce qu'elle ne va pas rester 10 ou 15 ans dans l'entreprise parce qu'à partir de 40 ans, puis même moi, quand j'avais 35 ans, un recruteur m'avait dit, « T'es trop vieille pour que je te replace ailleurs. » Ouais. Wow. Et là, qui reste 15 ans aujourd'hui dans les entreprises? Tu sais, actuellement, Ouais. là, on a la chance de bouger, d'accumuler plein d'expériences. Bien, moi, quand j'avais 30 ans, puis bon, j'ai un parcours où j'ai passé un peu de temps chez Garda, un peu de temps chez Securitas, un peu de temps à Chicago, un peu de temps ici et là. Puis là, oups, il y a une grosse période là, de 2009 jusqu'à 2016 où là, je fais du coaching. Donc, là, ils se disent, bon, ben elle... Oui, elle est partout, en fait. Elle est partout, elle a un profil entrepreneur. Parce qu'un puis parenthèse ça, mais un employeur, malheureusement, valorise quelqu'un qui ne saute pas d'emploi en emploi, puis offre une certaine stabilité, mais en même temps, je pense qu'il faut peut-être aller regarder plus loin que ça. Il faut regarder justement cette flexibilité-là, de quelqu'un à s'adapter, sans dire, oui, tu veux garder cette personne-là un certain temps, mais si elle fait un bon bout de chemin, puis elle est capable de régler justement une problématique dans ton entreprise, d'amélioration, puis qu'elle part, mais ça reste un bon investissement, selon moi. Fait que tout à fait. Puis on peut pas se permettre d'avoir une personne qui a de l'expérience, beaucoup d'expérience, une grande volonté, qui va être rapidement opérationnelle, qui va pouvoir jouer le rôle de coach, de mentor avec les générations à venir et vice-versa. Il y a un échange. Puis du mentorat, puis même du mentorat, j'aime mieux ça même que le mot coach. J'aime mieux le mot accompagnement même que le mot coach. Coach, je trouve que c'est un peu trop utilisé. Ouais. Mais le mentorat, c'est un échange entre deux personnes. Donc, le mentoré apprend autant, redonne autant qu'il reçoit et vice-versa. Fait que c'est un échange de connaissances. Carrément. C'est une connexion, c'est une relation de confiance. Donc, pour revenir à mon parcours, j'ai eu une période où j'ai créé une compagnie de coaching. Oui. Il s'appelait Mention Coaching.
Et j'avais un grand désir d'aider les femmes à ce moment-là, de dépasser leur plafond de verre, d'apprendre à prendre leur place en entreprise, de se faire confiance. Ouais. Et il y a un paquet d'études qui prouvent que une femme qui va regarder, par exemple, une description de tâche, s'il y a 10 compétences demandées ou 10 tâches demandées, puis qu'elle en a que, selon elle n'en a que 7 sur 10, elle ne va pas appliquer. Donc, oui, souvent, les femmes doutent beaucoup. On pourrait parler du syndrome de l'imposteur, mais elles ont besoin d'être parfaites pour appliquer sur des postes versus le côté masculin. Puis, c'est une des forces du côté masculin, hein, c'est le côté... puis, il y a des femmes qui ont ça aussi, là. Ouais. Je ne veux pas généraliser, mais c'est le côté... je vais passer à l'action, je vais trouver des solutions ensuite. Ouais. Il y a un côté très... tu sais, je déploie de l'énergie pour gagner quelque chose. Une certaine confiance. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'hommes incompétents qui vont obtenir des postes parce qu'ils appliquent sur ces postes-là. Exact. Ils vont prendre une Donc, chance. c'est sûr qu'il faut faire attention. Il y a des organisations qui ne vont pas favoriser l'envie chez les femmes ou faciliter les applications sur des postes un peu plus élevés. Mais les femmes pourraient avoir tendance à douter un peu plus d'elles. Je pense qu'on a fait encore du travail. Mais moi, en 2009, je voulais attirer des femmes pour les aider justement à prendre leur place, à déployer leur potentiel. Et puis, en fait, je me suis aperçue que j'avais plutôt une clientèle masculine, d'hommes d'affaires. Fait que t'as attiré avec ton message ou comment t'amenais ton service? Mon style de gestion. C'était... Ouais. C'est curieux. Exact. Mon style de gestion très cash, très, très directif. J'avais quand même quelques clientes là, féminines parce qu'en fait, quand on choisit une personne pour nous accompagner, tu sais, souvent, je vais dire aux gens, les gens vont vous choisir d'abord pour la relation de confiance, ensuite pour vos diplômes. Souvent, les diplômes, ça les rassure, mais c'est la relation de confiance qui compte. Quand tu parles d'un employeur, c'est intéressant. Que tu choisisses un coach, un entraîneur, souvent, les gens, ils vont pas acheter. À la base, le CV que tu vas proposer, les diplômes, l'expertise, ça vient appuyer ou démontrer une expertise. Sure. Tu sais, souvent, on entend la phrase en entreprise, on engage les gens pour leurs compétences, puis on les remercie pour leur attitude. Mais en fait, quand tu es un consultant, c'est un peu la même chose. Les gens, en bout de ligne, vont être rassurés par les diplômes. Mais là, aujourd'hui, on a la chance, à l'ère où on est, il y a plein d'influenceurs, il y a plein de podcasts, il y a plein de gens aussi qui disent des choses intéressantes, pertinentes. Oui, carrément. C'est quand la dernière fois tu es allé valider un influenceur qui t'intéresse, voir s'il y avait vraiment un diplôme qui était relié à cette compétence? On le fait pas. Sure. Ou tu sais, un prestataire de service, un entrepreneur en tant que tel. Puis on se fait dire, oui, mais c'est un entrepreneur, avoir un diplôme, c'est quelque chose de plus dans ton sac à dos. Puis tu sais, je comprends un peu le thought process, mais est-ce qu'un client potentiel va vraiment juger sur tes expériences académiques? Mais en fait, tu sais, c'est vaste parce que moi, je peux dire que l'université m'a appris à chercher, m'a beaucoup appris à chercher, à me structurer. Ouais. M'a appris aussi que je manquais beaucoup de connaissances puis que je devais apprendre. Puis plus tu apprends, plus tu t'aperçois que tu sais rien, en fait. Exact. Mais maintenant, on a accès à plein d'informations. Puis je dirais qu'on a le privilège d'avoir accès à de l'information. Aujourd'hui, en Amérique, en Europe, on a le privilège de pouvoir s'éduquer. Donc, je le répète, c'est un privilège. C'est un privilège à prendre. C'est un bon mot. C'est vraiment un privilège. Mais je me souviens, en psychologie, j'avais été voir mon professeur en psychologie industrielle. OK. Je disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une maîtrise en psychologie industrielle? Qui suis-je? Où vais-je? Où vais-je? Je veux dire... for sure. Exact. C'est difficile de trouver, de savoir vraiment ce qui nous intéresse. Puis il m'avait dit, c'est M. Savoie, je me souviens, il m'avait dit, Magali, les entreprises cherchent des résultats. Donc, termine ton bac, achète-toi un beau costume, donne des résultats. Point. C'est vraiment OK, Puis je me suis dit, c'est vrai, en fait. Donc, peut-être que pour ouvrir la porte, moi, j'aime apprendre. Je suis encore en train
Là, je fais des cours en négociation. Là, J'ai pris une certification en négociation. Je suis dans ce parcours-là. J'adore ça, apprendre. Je lis beaucoup. Moi, en fait, je l'utilise des outils pour être plus efficace avec mes clients. Aussi pour continuer, moi, à ne pas prendre pour acquis ce que je redonne. Sure. Pour vraiment amener des compétences supplémentaires. Mais en bout de ligne, ce que les gens vont acheter ton énergie. Les gens vont acheter... Carrément. Puis c'est ce que j'ai fait avec toi, hein? C'est ce que je te disais. Moi, je suis allée voir tout ce que tu faisais. Sure. Puis je me suis dit, j'aime son énergie, je le file. J'ai envie de Oui, parce que c'est une chose de toi. dire, on peut être un bon vendeur dans le sens, mettons, dans notre pré-meeting, la personne, je sais pas, il est super cool, OK, let's go, on fait le podcast. Mais après, tu regardes peut-être les épisodes, là, qu'on est que, c'est pas la même personnalité. Ou tu rencontres en vrai, ça peut arriver souvent, justement, tu rencontres la personne en vrai, puis c'est une autre personne complètement. Je pense que c'est d'être authentique avec soi-même, d'être en confiance aussi avec ce qu'on offre, puis d'y aller de l'avant avec ça. Mais puis juste pour revenir à l'université, c'est intéressant parce que je fais présentement mon bac en admin à l'UQAM, puis tu sais, j'ai toujours eu des difficultés de motivation à faire mon bac. Puis là, j'ai trouvé une certaine formule pour, tu sais, mettons, faire 2 cours par session, puis d'y aller à mon rythme, puis tu sais, ça fonctionne bien. Mais j'ai appris à aimer apprendre, tu sais, puis de voir aussi la valeur de pourquoi je vais à mes cours. Ça amène, je trouve que c'est le fun parce que ça amène une structure, une éthique de travail que oui, peut-être beaucoup de connaissances qui sont dans le bac, on peut les trouver en ligne. Mais est-ce que vraiment, j'aime me lever, je sais pas, j'aime setter mon alarme, j'ai étudié à 9 h, puis je vais finir à midi. Tu sais, est-ce que je vais être aussi structuré? La plupart du temps, c'est non, là, tu sais. Puis évidemment, ça te fait rencontrer des gens, je sais pas, il y a ça qui est le fun, puis évidemment, tu as la certification après, mais beaucoup de gens, je trouve, de plus en plus, les réseaux sociaux amplifient ça, mais disent que les études supérieures sont inutiles pour se lancer en affaires ou même aller chercher un emploi maintenant, mais je pense qu'il y a beaucoup d'astérix à ça. Bien, c'est intéressant ce que tu amènes. Tu sais, moi, sur mon parcours personnel, mais aussi des gens autour de moi, quand on a plusieurs candidats qui doivent être choisis pour une performance équivalente, on a tendance à vouloir choisir quelqu'un qui a un diplôme parce que ça démontre que tu as été capable de surmonter des choses et d'accomplir jusqu'au bout un processus. Oui, c'est simplement ça, oui. C'est ça que ça démontre. Ouais. C'est pour ça que je te disais, moi, le bac en psychologie m'a appris beaucoup de choses, m'a appris à chercher, à remettre en question aussi, à voir l'écart entre ce que j'apprenais, puis c'est vraiment un domaine spécifique à la psychologie, mais l'écart entre ce que j'apprends puis les outils que je peux appliquer. Je me sentais absolument pas outillée pour aider quelqu'un à la fin de mon bac, honnêtement. Mais ça m'a ouvert beaucoup d'horizons. Donc, parmi plusieurs candidats, ça c'est une chose. Donc, ça va malheureusement justifier parfois un meilleur salaire. Ça va aussi malheureusement parfois catégoriser une personne. Puis aussi, c'est un langage commun. Une personne, le propriétaire de l'entreprise qui va vouloir t'engager, il est allé à la même université que toi, donc il comprend le processus, il comprend les efforts. Donc, on reconnaît les efforts. Sauf qu'il y a un bémol par rapport à ce que tu viens de dire, parce que si on regarde les statistiques au Québec, puis là, franchement, j'essaie de me tenir à jour dans mes statistiques, là, mais quand même, je vais dire... Donc, s'il y a des gens qui veulent me corriger, faites vos recherches, c'est pas grave, il y a peut-être une coupe, c'est ça. La virgule est différente. Mais si on regarde les statistiques, les PME soutiennent l'économie du Québec. Oui. Si on regarde les propriétaires de PME au niveau des statistiques, il y en a peu qui sont allés à l'université. Donc, Interesting. Okay. Il y a une différence entre se lancer en affaires puis être en entreprise. Ouais. Moi, là, la chance que j'ai eue d'accompagner des propriétaires d'entreprise, ça reste que j'ai un échantillon de plusieurs milliers de personnes que j'ai eu la chance de croiser. Moi, ce que je vais te dire par rapport à ce que j'ai vu, c'est qu'un propriétaire d'entreprise, souvent, surtout au Québec, va se créer un emploi parce qu'il n'est pas capable, un peu comme moi en fait, j'étais un peu atypique, difficulté un peu peut-être de m'encadrer adéquatement. Donc, c'est un peu pour ça que par défaut, je me suis lancée à mon compte parce qu'on me donnait des barrières. Ouais. Donc, une personne qui... moi, quand je regarde les propriétaires d'entreprise, beaucoup ont des secondaires 5. OK? Ouais. Parfois pas du tout. Mais ce que je remarque, c'est dans leur vision de la vie. C'est des gens qui ont créé leur emploi parce qu'ils se sentaient parfois trop restreints. Ils ne pouvaient pas être créatifs. Puis ce que ça fait aussi, c'est que l'université amène une structure, c'est bien, amène un cadre. Mais on t'enseigne ce que les autres ont déjà fait. Donc, on te donne des paramètres qui parfois peuvent t'enfermer dans une case.
Puis là, ce que je vois, c'est que Ouais. les gens qui ne sont pas allés à l'université, par exemple, ils n'ont pas de barrière et de limite. Donc, eux, c'est pas... On peut pas faire ça. On le Ouais. fait. Ouais. Donc, on le fait parce que j'ai envie de le Sure. faire, parce que c'est créatif. Ouais. Moi, j'ai remarqué dans ma pratique que la différence... Sauf que là où j'accompagne les gens, c'est que je vois des propriétaires d'entreprises passionnés, Ouais. créatifs, Ouais. des pieuvres, sont multitask. C'est des one-man shows, comme on appelle. Ils n'ont aucune limite. Ils se sont formés par eux-mêmes, sont formés par la passion et ils n'ont pas de référence. Donc, si toi, tu ne sais pas que c'est impossible, Sure. tu vas le faire. Ouais. Je fais une parenthèse. On parle parfois des premiers marathons qui ont été faits, là, qui se faisaient en 12 heures, 6 heures. Puis un jour, il y a quelqu'un qui sort de nulle part puis qui se met à faire un premier marathon ou un super marathon en 2 heures et 40 minutes. Il y a une phrase qui dit on ne pensait pas que c'était possible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Mais moi, j'ai remarqué que les propriétaires d'entreprises que j'ai... Puis j'ai toujours la chance d'accompagner parce que, franchement, c'est le cas. Je pense que j'apprenais bien plus que moi, je les aidais. Ah oui, vraiment. Mais l'idée, c'est vraiment des gens qui n'ont pas de barrière parce qu'en fait, on leur a jamais dit qu'une entreprise devrait se faire en étapes A, B, C, D. On a vraiment des passionnés qui se lancent en affaires puis qui trouvent des solutions parce qu'en fait, souvent, c'est leur seule façon de vivre leur personnalité, d'aller au bout de leurs rêves, puis ils n'ont pas de limite. Sure. Là où ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que l'entreprise grossit, puis là, on a besoin d'aller innover, développer, faire un pivot, des fois jouer au twister, c'est souvent ce que j'aime dire. Donc, c'est plus des 180. C'est là où une personne qui vient de l'université, qui a de l'expérience corporative ou qui a acquis des connaissances théoriques, c'est des outils. Oui. C'est là où le match est phénoménal. C'est que tu as un entrepreneur créatif, passionné, qui prend des risques parce qu'en fait, il ne sait pas que c'est pas la façon de faire, qui va être avec une personne qui va organiser, encadrer, structurer, qui souvent vient d'un MBA, d'expérience concrète sur le terrain. Puis là, c'est là que je vois la différence. Puis j'ai un ami à moi qui me disait... moi, Magali, j'étais un visionnaire, là. J'ai aucune idée comment gérer une entreprise. Mais écoute, il a créé une entreprise de plusieurs millions. Il l'a vendue récemment. Exactement. C'est ça. Donc, c'est pour ça, tu sais, si tu poursuis ton bac en administration, tu vas aller chercher peut-être des outils dans ton coffre à outils. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas se restreindre à ça. Ben, non, 100%. Puis, tu sais, surtout que j'ai eu le thought process dans le sens que je le fais pour l'accomplissement surtout, puis les connaissances, puis le plaisir aussi d'apprendre. Versus quand je l'ai commencé, le bac, tu sais, mon entreprise n'était pas aussi stable que ça l'est maintenant, tu sais. Fait que c'était une assurance à potentiellement chercher un emploi. Maintenant que c'est out of the question, je me suis posé la question, genre, c'est quoi, genre, pourquoi je fais ça, genre, tu sais. Puis, mais c'est intéressant. Puis, tu sais, dans ce parcours-là, j'ai eu deux types d'amis. Des amis qui étaient purement entrepreneurs, qui ont quitté l'école, qui se sont lancés en affaires, puis qui fonctionnent très bien avec leur entreprise. Puis, j'en ai d'autres que c'était des entrepreneurs, mais étudiants. Fait que dans le sens, il y avait une mentalité intrapreneur et tout ça. Ils ont parti des projets, mais c'était pas des projets, je dirais, qui étaient à cœur. Tu sais, disons que quand ça fonctionnait pas, bon, ben... OK, il y a une situation X, donc on arrête complètement. Il n'y a pas cette capacité-là de flexibilité, d'innovation, de résilience. Peut-être qu'un entrepreneur va dire « j'ai pas le choix, il faut que je trouve une solution pour aller chercher justement mon prochain client, ma prochaine rentrée d'argent. » On dirait qu'il y a ce manque de créativité-là quand je vois quelqu'un qui est toujours en analyse, en faire le plan d'affaires parfait. Il faut que j'aille chercher des investisseurs, il faut que ma fonctionnalité dans mon application soit parfaite pour que ce soit... Non, man. Just mets-toi dans le bain, tu sais. Puis tu as raison de dire ça. Puis en fait, c'est que il y a une chose qui est simple, là, c'est est-ce que ton produit intéresse quelqu'un? Ben c'est ça. Et puis vends-le. Puis tu sais, là, ce réflexe-là, c'est surprenant parce que j'en ai vu des propriétaires d'entreprises qui avaient un super projet puis ils me demandaient de le développer. Puis je leur disais, mais qui a acheté ton produit? Bien, pour le moment, ils fonctionnaient avec des subventions de développement et d'innovation. Sure. Je dis, OK, mais qui achète ton produit? Bien, pour le moment, j'ai des... OK. Tu sais, en fait, c'est que tu peux penser... Puis il y a une différence, je pense, que, tu sais, ton produit de base,
Puis je suis pas la personne... moi, j'ai eu temporairement une petite compagnie de collation aussi. On avait des petits points de vente. Oh, j'ai... Nice. Bah ça, on On a un parcours, on fera un autre podcast on en là-dessus. reparlera. Nice. Puis, et l'idée là-dedans, là, c'est que ton produit, ton service doit répondre à un besoin. On vient à la base, là. On vient vraiment à la base. J'ai vu le propriétaire, je crois, de chez Netflix, qui raconte une situation où il y a une jeune fille qui vient le voir. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Mais une jeune fille vient le voir après une conférence et lui demande comment je peux faire pour justement me lancer en affaires. Le plan, c'est la tendance qu'on a. Le plan parfait, la situation parfaite, le produit absolument parfait, ce qui arrive jamais. Donc, on est dans l'analyse qui paralyse. Et là, elle, son projet, c'était, par exemple, de louer des vêtements. Il dit, OK, c'est un beau projet. Ouais, Donc, mais il dit, est-ce que tu en as loué des vêtements? Il dit, avant de faire un plan d'affaires, ce que tu vas faire, tu vas aller à l'université, tu vas mettre une feuille mobile là, sur ta porte. Tu vas inscrire, est-ce que quelqu'un serait intéressé à louer mes vêtements? Puis il dit, s'il y a quelqu'un qui cogne à ta porte, tu as un projet d'affaires. Keep it simple, stupid. Yep. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Donc, l'idée, c'est pas ce que toi, tu voudrais développer. C'est, t'es là pour répondre à quelque chose que les gens ont besoin. Dirais-tu que les entrepreneurs qui sont dans cette mentalité-là, justement, ça cache, tu sais, de rester un peu dans cette structure-là, dans l'analyse, ça cache une certaine peur, justement, une prise de risque? Tout à fait. Des gens peut-être qui sont moins dans l'analyse, puis peut-être qu'ils ont une certaine peur, mais qui le font pareil, je sais pas. Tu sais? C'est la grande différence. Oui, Moi, je te dirais, des gens qui se sont lancés puis qui vont dire, ben on trouvera une solution ensuite. Souvent, les visionnaires, c'est des gens qui vont gérer le risque. Parce qu'en fait, c'est ça, à se lancer en affaires. C'est gérer le risque, trouver une solution après. Mais la passion va faire que tu vas surmonter. Perdurer, Puis il y a beaucoup d'appelés, mais il y a d'élus. Il y en a peu. Parce que c'est difficile. Le parcours est difficile. Puis actuellement, il y a... je crois d'ailleurs que tu en avais parlé avec un invité. On va romantiser le côté entrepreneur beaucoup trop. L'entrepreneur fait du cash, se lance à première année, il est riche. Et en réalité, beaucoup de salariés font beaucoup plus d'argent ou beaucoup plus d'argent dans leur poche en fin d'année qu'un entrepreneur. Fait que tu peux pas te lancer dans cette pente-là. C'est pas une bonne raison de vouloir se lancer en affaires pour faire de l'argent. Puis il y a une question de gestion de risque, il y a une question de sécurité, il y a une question aussi d'être flexible, trouver des solutions rapidement. Puis on vante l'idée d'être à son compte pour pouvoir gérer ses horaires, mais la réalité, là, un vrai entrepreneur, là, c'est quelqu'un qui va travailler 80 heures dans son entreprise pour pas travailler 40 heures pour quelqu'un qui va lui dire quoi faire. C'est à 100% mon cas. Nice. Donc, moi, je suis toujours en train de... Mon site Internet, j'ai fait 25 millions de versions de mon site Internet parce que je m'aperçois que je pourrais peut-être être plus précise dans mon offre de service. Ou parfois, je me rends compte qu'il faut que je fasse un pivot parce que mon approche, par exemple, j'ai pas de client qui va cogner à ma porte. Donc, moi, la question est assez simple. On s'en fout de ce que tu veux, toi. Est-ce qu'il y a des clients qui ont besoin de toi? Est-ce qu'il y a des clients qui te connaissent? Est-ce que tu es prêt à mettre les efforts? Puis ça prend des années pour parfaire ton entreprise. Ça prend beaucoup, beaucoup d'heures. Puis écoute, moi, la première année, je sais pas, j'ai peut-être fait 26 000. Là. Je passais d'un salaire beaucoup plus élevé à 26 000 Mais j'imagine, est-ce que tu étais année, consciente de ça ou c'était vraiment comme t'as frappé un mur? Là? J'ai frappé un mur. Ah ouais, OK. Quand j'avais 30 ans, j'étais à mon bureau, puis là, j'étais directrice. Là, je gagnais à peu près dans les 65-70 000. Ben, dans ce temps-là, c'était très bien. Ben oui. Fonds de pension, une belle flexibilité d'horaire, une petite sécurité, tout ça. Puis tu connaissais à 100% c'était quoi les... Bon. J'étais dans ma zone de compétence. Zone de compétence, c'est ça. J'étais dans ma zone de compétence, puis je te dirais ma zone d'excellence. Aussi. Et puis là, j'ai un dépôt de paye aux 2 semaines. J'ai des assurances, il y a tout ça. Sauf que ma voix intérieure me disait que je voulais quelque chose de plus. Et là, moi, là où j'ai frappé le mur, c'est qu'en pensant que j'allais suivre enfin ma passion puis ma voix intérieure, que ça allait être facile. Mais absolument pas. Absolument pas. Écoute, la première année,
pour réussir à payer mes choses. T'sais, j'ai vendu ma BM, je me suis acheté une petite voiture, une petite Golf à 500 $ que je peinturais à la canette là, pour enlever la rouille. Là. Puis ça, tu sais, puis juste félicitations parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient été incapables, dans le sens qu'ils auraient préféré s'endetter plutôt que de réduire leur train de vie pour leur projet. Bien, puis écoute, moi, je te dirais aussi qu'en tant qu'entrepreneur, actuellement, j'essaie toujours d'avoir un train de vie qui, pour moi, me rend confortable si jamais il y a des hauts et il y a des bas. Ouais. Parce qu'il va y avoir des hauts puis des bas. C'est jamais... Parce qu'il y a des hauts et des bas. Si tu es justement en période neutre ou... C'est parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, là. C'est dans le sens... Puis le temps que tu apprennes ton business aussi, ton cycle de vente, tu vas être capable de dire, OK, en général, on le sait, là, décembre, l'été, c'est un petit peu plus tranquille. Ouais. Mm-hmm. Mais à partir du moment que tu vas être capable de faire un cycle d'une année complète, là, tu vas en apprendre plus sur toi, sur ta tolérance au risque. Mm-hmm. Moi, ce que je trouve étonnant, là, c'est qu'en étant dans un contexte de gestion de crise, quand je travaillais dans les camions, j'ai eu à gérer... j'ai vu ma vie défiler. Là. J'ai eu des altercations. J'ai eu des moments où il fallait que j'analyse rapidement la situation et j'ai toujours été calme. Donc, moi, j'avais une vision de moi, dans ce contexte-là, d'une personne calme, en contrôle, qui n'a pas peur de gérer les imprévus, c'est qui le risque, la gestion de crise, ce qui est d'ailleurs une de mes forces. Mais lorsque je me suis lancée à mon compte, je me suis aperçue que je pouvais avoir tendance à m'inquiéter pour l'avenir. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois que... Parce qu'au début, tu as plusieurs chapeaux. Ouais. On fait du développement des affaires, on fait du marketing, puis c'est normal, on passe tout par là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te dises, bon, moi, je suis dans quelle chaise ça va être le plus efficace pour mon entreprise? Est-ce que c'est d'aller vendre ou de m'occuper de ma TPS, ma TVQ? Il faut le faire, la TPS, TVQ, mais peut-être que c'est pas ma passion. Donc, peut-être que je suis pas la meilleure pour le faire, puis peut-être que ça, c'est un investissement qui en vaut la peine. Oui. Donc, tu sais, c'est un peu comme enlever les roues carrées sur la charrette, là. Tu sais, prendre un recul stratégique puis se dire, OK, c'est où ma force? Yeah. Tu peux pas passer à travers des moments comme ça si tu n'as pas la passion. Si t'es pas... Si t'as pas un rêve qui est plus grand. Puis tu sais, je te disais tout à l'heure que j'ai eu une envie folle d'aller en France, ouvrir un bureau. Je suis revenue après 4 mois ici avec 3 500 $ dans mes poches. J'avais plus rien. J'ai fait beaucoup de... Je fais beaucoup d'essais et erreurs. Ouais. J'ai eu une opportunité d'aller en France et pour ouvrir un bureau là-bas. Okay. Puis, j'ai la double nationalité, donc si parfois j'ai des petites expressions françaises, c'est un peu ça. Puis j'imagine qu'il y avait peut-être une facilité aussi fiscale, peut-être de partir une boîte là-bas. Oui, parce que j'ai pas besoin de visa. C'est ça. Bon. J'étais pris en charge. C'est une opportunité. Là, genre, j'ai une opportunité. J'étais dans le sud-ouest de la France, en Dordogne. Comme je te disais, la hiérarchie est complètement différente. Moi, mon papa est français. Je me suis dit, je connais très bien la culture parce que j'ai baigné là-dedans dans mon enfance. Je me suis dit, ça va être du beurre dans la poêle. Ça va être hyper J'arrive là-bas, je me sens en confiance. Ben je revenais d'occuper des postes importants. Donc, je me suis dit, à l'intérieur de moi, j'avais un bagage qui me disait, moi, je défonce des portes, je gravis des montagnes. Oh. Et puis là, j'arrive là-bas. Finalement, je m'aperçois que pour ouvrir un bureau, on doit me présenter au maire de la commune. Donc, c'est comme un peu surprise, là. Ouais. Surprise. Je suis une étrangère. Tes références, on les connaît pas. Ta façon d'être, tes succès, on les connaît pas. Tes références sont pas les mêmes. Donc, j'ai un respect, moi, infini pour les immigrants qui arrivent dans un pays qui parle pas la langue. J'ai un respect énorme pour ça parce que malgré le fait que je croyais bien connaître la culture, j'arrivais quand même en immersion dans un endroit francophone, mais avec des codes complètement différents. J'ai ouvert un bureau là-bas. Il y a eu un peu aussi d'expériences personnelles qui se sont mêlées à ça, que ça a été un peu difficile. Okay. Ouais. Et là, j'allais au bureau tous les matins pour offrir du coaching à des gens qui en avaient rien à foutre de moi. OK, mais de toi personnellement et non de ce que tu offrais. Les gens te
Qui T'es suis-je? qui, toi, genre? Qui suis-je, la Pourquoi je Canadienne, t'écouterais? pour te... Exact. Pour que tu me conseilles sur ma vie, genre. Exact. Ou sur mon Ou poste. sur mon business. Puis moi, je me suis aperçue aussi, je me souviens, ouais. j'arrive dans c'est un centre de santé. J'arrive dans le centre de santé, puis tu sais, quand tu es habitué d'arriver justement dans des gestions de crise, restructurées, Ouais. tu développes rapidement un œil. Puis je pense que un bon gestionnaire, peut-être que certains vont sauter, là, mais pour moi, un bon gestionnaire a la capacité de gérer n'importe quel type d'entreprise et n'importe quel secteur d'entreprise. Un gestionnaire, ça veut dire qu'il y a un chapeau de leader. Yep. Ça veut dire qu'il y a une capacité à communiquer, à donner une direction, Yep. puis de rassembler les gens qui savent mieux que lui. Donc, si tu arrives dans une entreprise, tu n'es pas obligé d'être un technicien, tu es un chef d'orchestre. Donc, moi, j'arrive en France, j'arrive dans un centre de santé, je pose un peu de questions, j'observe, je m'aperçois qu'il n'y a probablement pas le roulement qu'il devrait pour un établissement comme ça. Je parle avec les employés qui ont tendance à tout me dire. Ouais. Donc, très utile. Et finalement, j'obtiens un rendez-vous avec le propriétaire. Mais moi, j'arrive à l'américaine. OK. Je rentre dedans. Ah oui, tu poses des grosses questions crunchy du genre, il y a pas assez de roulement pour votre chiffre d'affaires. Probablement que vous faites pas un truc d'argent. genre, oh, là, c'est sûr que ça vient chercher l'ego, genre. Et là, là. Ben oui, puis C'est tu sais, sûr. je te dirais que maintenant, j'ai appris un peu plus la sagesse. Sure. J'ai appris Sure. qu'il faut enrober. Ouais. J'ai appris que je pose toujours des bonnes Ouais. questions, mais j'ai appris à les enrober pour pas que la personne se sente attaquée Ouais. ou pas assez bon puis qui a envie de t'appeler. Donc, j'ai appris à la technique du sandwich. Hein, c'est utile. Technique de la sandwich. Non? OK, ben, explique-moi ça. Technique Peut-être du que je le sandwich. connais, mais le nom, ça me... Probablement, peut-être que tu le fais naturellement. OK. Ça fonctionne avec vos enfants, OK. ça fonctionne avec vos amis, avec vos parents, votre conjoint, votre conjointe, avec les employés, n'importe quel humain qui respire, qui a un ego, donc tous les humains, OK. qui a des émotions, qui a envie d'être bon. Qui a envie d'être bon, qui a envie d'être reconnu, qui a envie d'être entendu. Là, c'est les 5 besoins universels. Là. Je J'adore. vous invite à aller voir ça. La technique du sandwich, en fait, c'est d'aborder une personne en parlant d'abord des qualités. Donc, OK. c'est le pain. Donc, en parlant d'abord des qualités, c'est que premièrement, c'est que je me positionne envers toi comme étant, avec un drapeau blanc, comme étant un ami. Je comprends. Je te vois. OK. Je vois. Pas un feedback, un rétroactif, c'est une bonne job, good job de ce qu'on fait. Non. Ça, c'est pas une rétroaction qui est précise pour la personne. Ouais. Donc, je te vois. Donc, Ouais. merci pour ce que tu fais hier. Une de tes forces, Ouais. toi, c'est que tu poses des bonnes questions. Merci. Donc, tu poses des bonnes questions, puis on sent que tu es en présence, tu es à l'écoute. Là, ce que tu vas faire, c'est que la personne vient de baisser ses barrières. Donc là, elle vient de baisser ses barrières, puis elle se dit, parce que tu es précis, parce que tu es en présence, parce que tu es en conscience, puis c'est vrai ce que tu dis, c'est sincère. Donc ça se sent. Donc la personne est déjà... Et puis en mode défense, c'est comme... oui, Ouais. et puis en Je mode comprends. défense. Plus en collaboration. Exact. Là, OK. bien sûr, il faut que tu crées une relation de confiance. Parce que qui suis-je, moi, si tu n'as pas de respect pour moi ou s'il y a pas... Si tu ne m'accordes pas une certaine autorité pour que je puisse me permettre de te dire quelque chose à corriger. Donc là, on arrive au milieu. Le milieu, c'est la chose que tu aimerais que la personne corrige. OK, parfait. Moi, j'appelle ça une force faible. Donc, un humain, je veux dire comme moi, dans un contexte, moi, je suis excellente dans un contexte, puis j'ai des choses à apprendre dans un autre contexte. Hein? Donc, ça, c'est normal. Donc, tu peux être adéquat au travail, tu peux être inadéquat à la maison, etc., avec différentes interactions. Donc, la chose que j'ai besoin de te dire, je le mets au milieu. Donc, une fois avoir mis en place qu'on est des amis, et là, je vais dire la chose à corriger ou à améliorer. Ben, là, je sais pas. Je sais pas chez toi, je te connais pas assez, je me permettrais pas. Mais au milieu, ça serait quelle est la chose que tu pourrais améliorer pour atteindre ta zone d'excellence à toi? D'amélioration. Pas de perfection, d'amélioration. Ouais. Donc, si moi, je suis ton gestionnaire, ben, je vais m'asseoir avec toi, puis je vais identifier ou je vais te laisser, toi, l'identifier. Là. Ça dépend du contexte, ou je vais te dire tout de suite ce que je m'attends.
Oui. Non. Ben, tu sais, si je sais instinctivement là, ce qu'il y a à améliorer pour. Puis je pense que tout le monde a des choses à améliorer dans leur business. Là, pour pas, le plateau n'existait pas. Là. Puis, je veux dire, on a amélioré la structure aussi du podcast et tout ça, comment on publie la stratégie et tout ça. Mais je pense qu'il y a des lacunes au niveau de l'automatisation, des suivis, de la gestion aussi des données, du contenu. Fait que ça, je le reconnais, puis c'est quelque chose qui serait autant bénéfique pour moi que pour l'invité. Là. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis comme, ouais, je le sais, tu sais. Mais ça, c'est intéressant, par exemple, que tu dises ça. Ouais. Parce que là, c'est intéressant, ça. OK, ah ouais? Est-ce que tu me permets? Ben oui, Okay. je te permets à 100%. OK. Je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, moi, je suis en train de dire la technique du sandwich pour adresser à une personne, par exemple, une chose à améliorer. Ouais. Donc, tu aurais pu prendre la direction sur le côté personnel. Évidemment, on est en public, on se connaît pas, mais tout ça. Mais toi, en fait, ce que je vois, c'est que tu m'as parlé de ton entreprise. Donc là, ton identité, c'est ton entreprise et vice-versa. Parce que tu prends sur toi que ton entreprise devrait s'améliorer, que c'est ta responsabilité d'amener ces améliorations pour que ça soit mieux. Alors que tu aurais pu me dire... faudrait que je parle moins vite. Oui, un contexte en entrevue. Oui, puis toi, tu as pris l'angle de l'entreprise. Fait que c'est intéressant. Donc, je vois que tu es passionné. Oui. Je vois que tu l'as à cœur. Ouais. Puis je vois que tu es capable de faire de l'introspection. Fait que ça, c'est intéressant. Donc... C'est cool l'analyse que tu fais, oui. Oui, bien, en tout cas, je ne sais pas, je peux me tromper. Là, je suis pas, mais ce que je comprends, c'est ça. Parce qu'en fait, tu aurais pu prendre plein d'autres tangentes. Sure. T'aurais pu, parce qu'à la base, moi, je t'ai introduit avec quelque chose de personnel à toi. Puis là, toi, tu m'as parlé du podcast. Exact. Donc là, c'est clair que tu es en train de fusionner avec ton entreprise. Surprise, on fait tout ça. De fusionner comme tu disais, l'humain dans la machine de l'entreprise. Oui. Genre. OK, je comprends. Tu sais, je parlais des statistiques au Québec. On a des PME, on a des bâtisseurs qui soutiennent l'économie québécoise. Oui. C'est souvent des propriétaires que là, puis je reviens à ma technique du pain, là, mais c'est souvent des propriétaires à qui on dit, on martèle actuellement, préparer le transfert de votre entreprise, etc. Et là, on oublie le processus de deuil. Un propriétaire d'entreprise comme toi, là, tu bâtis, tu t'investis, ton identité sur ton entreprise, tu es dans l'adrénaline, tu prends des décisions au quotidien. Puis là, on te dit... de façon objective, sans ménagement. Ça fait des années que tu as bâti ça, que tu as fait des sacrifices, peut-être que tu as négligé ta famille, des choses personnelles, ta santé. Oui. Puis là, on te dit, bien, transfère-le. Non, c'est ça, c'est ton identité. C'est moi, c'est mon bébé ou c'est C'est tout ton cœur, c'est tous tes rêves que tu mets à l'intérieur. Oui. La nouvelle génération de repreneurs, on voit qu'il y a une tangente qui est un peu différente, mais les bâtisseurs actuels, on en est là, puis on y reviendra peut-être plus tard. Fait que pour terminer, en fait, donc là, je te propose une observation précise, consciente, bienveillante sur quelque chose que j'apprécie chez toi. Je viens renforcer ce comportement-là, cette attitude-là. Au milieu, je te dis quelque chose que j'aimerais que tu améliores. Oui. Ou ça pourrait être une mauvaise nouvelle aussi. Ça pourrait être quelque chose de plus difficile qui va venir toucher ton ego, tes émotions. Puis je termine par quelque chose de bien. Donc, soit avec une action que je te propose, une solution qu'on va trouver ensemble, que je ne vais pas t'imposer. Mais à la fin, je termine aussi avec une observation que j'ai faite. Soit, par exemple, pour te dire, j'aime comment tu acceptes la critique actuellement. Ou de terminer en disant... j'ai remarqué aussi telle action que tu fais, j'adore ça, je trouve ça génial. Donc, on boucle la boucle. OK. Si on est dans un contexte, si c'est des dirigeants là, qui nous écoutent puis qui veulent l'appliquer dans leurs évaluations ou dans faire de la rétroaction, c'est important de se quitter avec des actions à faire. Donc, on se quitte avec c'est quoi la suite? C'est qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place puis on se revoit dans une semaine. Comment je peux t'aider? En tant que dirigeant, c'est ta responsabilité d'aider, de supporter, de donner les outils à la personne pour qu'elle puisse mettre en place tes attentes. Donc, si tu l'abandonnes tout seul dans son coin, premièrement, je trouve que c'est pas du leadership, mais ça sera autre chose. Puis ça, c'est intéressant. Puis pour revenir justement à l'histoire du propriétaire français, dans ce cas-là précis, j'imagine que tu n'avais pas utilisé la technique sandwich? Non, exact. Tu étais dans le direct, dans la critique, peut-être, qui était constructive, évidemment. Là, mais, en me disant que lui, c'est ce qu'il veut entendre. Il veut que ça soit concret, il veut que ça soit efficace. Il est là pour s'améliorer, genre. Et non se faire... c'est bon ce que tu fais, puis tu sais... Bien, en fait, c'est ce que j'ai appris, c'est que tu arrives dans une entreprise, puis on t'a rien demandé.
Ou j'arrive chez toi, je critique ta maison. Ouais, comment tu gères ta famille, genre. Exact. Right? Puis on sait que c'est difficile d'admettre qu'on a besoin d'aide. On sait que c'est difficile d'admettre que notre entreprise pourrait s'améliorer. Et surtout, d'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus récemment, surtout, on a la mentalité que si on fait de l'argent, notre entreprise va bien. Ce qui est faux. En revenu, tout ça. En revenu. Ouais, On OK. fait des profits. Sure. Où on va presque faire des profits. Puis là, je parle marge brute, marge nette. Là, ça sera un débat. Mais l'idée, c'est qu'on a tendance à croire que si notre entreprise fait de l'argent, on fait des profits, que tout va bien, qu'on n'a rien à remettre en question. Ça, c'est faux. Totalement faux. Ça, c'est un ticket tout droit vers les mauvaises surprises, puis vers des feux qu'on aurait pu prévenir et éteindre. Ben, ça, c'est ma déformation professionnelle. Mais c'est ça. Donc, pour revenir à la France, moi, j'arrive là-bas, Exact. mais il n'y en a rien à foutre de moi. Il m'a premièrement pas demandé de l'aide. Donc là, ça a été difficile. Fait que j'ai pris une bonne dose d'humilité et puis j'avais pas de clients. J'en avais pas. Puis ce que je trouve... intéressant souvent dans les parcours de succès, ce qui me fascine même, puis une partie de mon livre que je suis en train de décrire, ça va être sur la prise de décision, sur le risque, et puis sur l'intermédiaire. Parce que souvent, on entend des success stories. La personne était pauvre, il est devenu multimillionnaire. Là. On sait à qui je fais référence. Les gens disent j'avais besoin de perdre du poids, je suis devenue un athlète, j'ai fait 4 Ironman. Bon. Mais il se passe quoi au milieu? C'est quoi le processus de décision quand tu arrives devant le mur? Bien, en France, là, je voyais mes économies qui fondaient au soleil. Ça faisait 4 mois que j'étais là. J'avais pas de clients. Là, c'était la question éternelle. Donc, si tu te poses cette question-là, c'est est-ce que je me consacre temps plein à mon entreprise ou je vais chercher un emploi alimentaire pour me permettre de... Donc, ça, c'est... Wow. On a tous passé par Oui, là. 100%. On a tout. Puis ça arrive par cycle, des fois, là, cette question-là de genre, comme, faudrait ou je devrais ou c'est une bonne idée d'aller chercher justement aux 2 semaines un chèque de paye, tu sais, mais à chaque fois, tu dis... puis à chaque fois, on dirait que ça revient, du sens... T'as quelqu'un qui t'appelle, t'as une opportunité, puis c'est comme, OK, c'est pour ça que je fais ça, tu sais, comme... Oui. Right? Fait que bref, Mais il faut quand même se mettre une espèce de zone rouge à ne pas franchir. Ah, je comprends ce que c'est ça. Tu sais, par exemple, si Un tu point de dis non-retour, là. un point de non-retour, Ouais. si, par exemple, je sais pas, dans ton compte de banque, pour être confortable, tu atteins un certain niveau, pourquoi s'imposer ce stress-là? Parce que tu risques de prendre des mauvaises décisions. Donc, on l'a tous fait. Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent, je vais le dire facilement. On a tous accepté des contrats qu'on ne voulait pas accepter. On a tous accepté de travailler avec un client avec qui on n'avait pas envie de passer 5 minutes dans la même pièce que cette personne-là. Yep. Puis ensuite, on se dit, pourquoi j'ai fait ça? Ouais. On a l'impression qu'on baisse nos critères, nos standards. Puis là, ensuite, tu écoutes des influenceurs qui vont te dire augmentez vos tarifs, les gens vont venir vers vous. Mais on a tous cette zone-là qui est normale parce que ça te permet aussi d'apprendre ta valeur, apprendre aussi avec qui tu ne veux pas travailler. Yeah. Mais on l'a tous fait. On l'a tous fait. Et moi y compris, de dire, bien là, j'ai pas le choix, j'ai besoin de mettre du beurre sur les épinards. Exact. Et puis, j'ai une zone, justement, que je veux pas franchir. Donc, c'est un peu un système d'alarme qu'on se met à l'intérieur de soi. Puis le système d'alarme, ça devrait être basé sur la situation. Est-ce qu'elle me crée de l'anxiété? Est-ce que là, j'ai tellement dépassé mes ressources au niveau du stress financier? Parce qu'on ne se le cachera pas, là. Un stress financier, ça se pourrait que tu aies de la difficulté à être créatif puis à te concentrer. D'autres personnes, ils ont la mentalité à la spartiate là, de mettre le feu au bateau. Sure. Puis de dire, j'ai aucun point de non-retour. Donc, je connais des gens qui, eux, leur motivation, c'est de... on est là-dedans. De dire... Mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends? C'est pas tout le monde, on mais s'achète une voiture, on n'est pas en moyen de les payer, mais on va trouver une solution. Ouais. Moi, ça ne fonctionne pas pour moi. Je l'ai appris. OK. Donc, il faut... il faut tester, là. Oui, calibrer un peu, là. C'est ça. Ouais, ça ne fonctionne pas pour moi. Puis moi, mon point de non-retour, comme je te disais, bien, après 4 mois, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça?
Je me suis posé la question. Puis là, on revient au fameux « why ». Ouais. Je me lève le matin pour quoi? Pour apprendre quelque chose, pour transmettre au monde, pour prouver quelque chose. J'ai plus de plaisir. Je sais plus pourquoi je fais ça. Donc là, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Ouais. J'ai quitté un pays où on a la chance et le privilège de vivre la paix. Je dis toujours, je répète, chance, privilège. D'avoir accès à l'éducation, d'être un pays en paix, de pouvoir choisir, d'avoir de l'aide. Puis là, je me suis dit, c'est beau, puis j'adore le peuple français, là. Ouais. Puis étant la double nationalité Ben aussi, oui, je tu peux reconnais pas cette culture-là, nier puis ça. tu t'identifies à ça. Mais la facilité, malgré les embûches qu'on peut avoir, Oui. personnellement, moi, j'ai atteint mon point de non-retour. Comme je t'ai dit, je suis revenue. Parce qu'avant de partir, j'avais annulé mon permis de conduire, j'avais annulé prête à faire une mes transition, comptes, Ouais. j'avais vendu. Puis tout ce que j'avais accumulé, j'avais vendu, mais à la fin, tu ça. dois quitter. Donc, Ouais. tu vends tes choses à 50 30 parce que tu t'en débarrasses. Je suis partie avec 14 kilos de bagages. Je suis revenue avec 7 kilos de bagages, dont des livres et des chaussures. C'est mes 2 grandes passions. J'adore. Il n'y a aucun lien, mais Non, c'est ça, vrai, les ouais. livres et les chaussures. Et je suis revenue, j'avais plus rien, j'avais 3 500 $ dans mes poches. Ma sœur... Crisis, un peu, là, t'étais Est-ce que... Ouais. Oui. J'étais vraiment en crise. Puis mon 3 500 $ dans mes poches, tu te dis, je vais m'acheter une voiture à 500 $. Je vais où? Ben oui. Là, c'est une page blanche. Exact. Là, j'ai 33 ans à peu près. Ma sœur m'héberge gentiment. Et là, je me dis, puis j'espère peut-être que ça peut aider des gens, je me dis, mais qu'est-ce que je suis nulle pour prendre des décisions? Je me dis, puis là, ce que j'avais fait avant de partir, j'avais fait la fameuse liste pour et contre. Ouais. Ça fonctionne pas. Ça, là, c'est quelque chose pour rassurer ton mental. Puis c'est bien qu'on le fasse. Mais en bout de ligne, j'écoutais mon instinct et j'avais envie de le vivre. J'ai vécu des expériences sensationnelles qui me permettent aujourd'hui de te le raconter. Mais j'avais fait le pour rester au Canada, aller en France, vivre l'aventure, développer. Ouais. Il y a ce que ton rationnel est capable de te donner comme information qui est basée que sur ce que tu connais, puis il y a tes tripes. Il y a tes tripes et qui te disent, vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre? Ça va bien aller, on va le faire, Exact. il faut que tu vives. Donc là, je suis revenue. Moi, j'avais sur mon CV à cette époque-là directrice régionale, Garda, directrice régionale, sécuritaire. Ouais. J'avais dans ma tête mon identité où j'étais une dirigeante qui gagnait un X salaire. Je reviens au Québec. Ouais. Je peux tout rebâtir. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Une remise en question, là, complète. Remise en question totale. Ouais. Puis surtout, je me dis, j'ai écouté mon instinct, ça m'a amené là. Parce qu'à la base, on a tendance, puis je sais pas si ça te parle, mais je pense qu'on est tous comme ça. Mais les humains, on a tendance souvent à se reprocher le pire, jamais le meilleur. Ce qui fait que c'est des décisions qu'on prend. Hein? Souvent, je dis aux gens, essayez pas de prendre une bonne décision. La décision, on sait qu'elle est bonne seulement après. Faites juste prendre des décisions. Donc, si vous avez des décisions difficiles en ce moment à faire, prenez des décisions, analysez les paramètres. Sure. Ouais. Prenez des décisions, regardez le résultat. Parce que ce que je m'attendais à ça, on s'ajuste, puis on prend d'autres décisions. J'ai fait un podcast récemment avec une courtière hypothécaire, puis on parlait de ça justement. Chantal Chevalier, puis elle disait, dans le fond, c'est ça, elle était toujours dans la mentalité de je prends action, puis je pense après. Ou t'es mieux que de suranalyser, puis d'être en stop, là, puis en paralyse finalement, de faire quelque chose, puis après de te réaligner. Oui. Parce que tu vas jamais perdre ton temps à faire quelque chose, tu vas juste acquérir des connaissances, d'expérience, etc., plutôt que de rester stagnant, puis dans les stations, puis dans le doute. Là, fait que ça, c'est curieux. Puis tu sais, j'avais un point que je voulais discuter avec toi qui est intéressant, la mentalité de conquérant aussi, tu sais, de l'Américain envers les autres peuples ou le Français envers les Québécois. Mais ça va vraiment loin. J'ai fait un petit voyage au mois de mai au Manitoba. Puis au Manitoba, à Winnipeg, il y a une communauté, je dirais, importante de francophones.
Puis souvent, on a filmé des podcasts avec des entrepreneurs là-bas, locaux, tu sais. Puis c'est le fun, tu sais. C'est une belle communauté. Puis ils me disaient souvent que la perception des Québécois, tu sais, qui est comme le pilier de la francophonie au Canada principalement, quand ils viennent dans des plus petites régions, sont Manitoba ou Winnipeg, ils ont cette mentalité-là un peu française de conquérant, de dire je suis le représentant de la langue française, vous devriez m'écouter. Puis c'est surtout, mettons, des journalistes qui venaient là. Puis j'étais comme, ouais, fait qu'il y a encore. Nous, on voit ça des Français, puis eux, ils voient ça de nous. Tu sais, comment on se compare avec d'autres personnes? Oui. Fait que c'est fou quand tu comprends d'autres contextes de gens-là. Oui. Puis c'est une des choses importantes à prendre en considération quand on fait l'acquisition d'une entreprise. Ouais. C'est valider la culture et pas prendre pour acquis. Mais à chaque fois qu'on rencontre un autre être humain, c'est être curieux, pas prendre pour acquis. Moi, tu me rencontres, tu sais pas que j'avais un 357 à la ceinture. Hein? Tu sais pas. Donc, je ne vais pas non plus te dévoiler toute mon expertise, mon expérience. Ouais. Donc, prendre pour acquis, c'est manquer beaucoup d'opportunités d'apprendre des nouvelles choses sur la personne, d'échanger, d'être dans l'humilité aussi. Puis surtout, de prendre le temps d'apprendre l'histoire de l'autre. 100%. À partir du moment qu'on prend pour acquis que l'autre personne a une histoire, on devient curieux, on pose des questions, on crée des vrais liens. Ouais. Pour les dirigeants, parce que c'est sûr que c'est ma passion, mais un gestionnaire, son travail principal dans une entreprise, un dirigeant, que vous ayez le titre, que vous soyez superviseur, N+1, N-1, là, peu importe si on est en France aussi, votre travail principal, c'est de créer des relations de confiance avec les gens. Ouais. Pour faire ça, c'est être curieux. C'est leur poser des questions. Puis tu sais, personnellement, je pense que j'ai toujours eu cette capacité-là de... C'est pas de m'intéresser à l'autre dans l'optique d'obtenir quelque chose, c'est en mode vente, mais de s'intéresser à l'autre parce que ça m'intéresse. D'être authentique avec la personne. Oui, ça se sent. Je pense oui, puis on peut se sentir la bullshit. Là. Oui. Puis quand on fait du réseautage, des fois, dans mes premiers temps, je donne souvent cet exemple-là parce que j'en reviens pas que les gens font encore ça, mais t'as des gens qui vont arriver là, qui vont être en mode de on va te donner le plus de cartes d'affaires possible. On va faire des connexions rapides. Je sais pas, j'ai 20 cartes à donner, je vais passer 5 minutes par personne, puis je m'en vais, tu sais. Oui. Puis je trouve ça triste parce que t'es aussi mieux de rester 1 heure avec une personne. Oui. Puis vraiment t'asseoir puis faire une connexion meaningful que faire la quantité. Là. Oui. Moi, c'est ma mentalité, là. Mais... tu vas créer des relations à long terme. Puis surtout, on est à l'ère... j'écoutais ou je regardais une analyse là, sur le marketing actuel. Là. OK. Puis je trouvais ça intéressant, là, si tu me permets, là, mais c'est, il parlait... la 3e génération de marketing, si on prend l'exemple d'un portable, d'un ordinateur portable, il y a eu l'ère où on te donnait les caractéristiques du portable. Oui. Ensuite, l'heure suivante, on t'explique ce que le portable peut faire pour toi. Oui. Là, on est à l'ère de savoir qu'est-ce que toi, tu fais, le créateur du portable. Qui es-tu? C'est à ça que je vais adhérer. Je vais adhérer à ta communauté. Ouais. Donc, je vais adhérer à tes valeurs, à ce que tu es. Exact. Moi, personnellement, si on m'approche sur LinkedIn, puis on n'a pas pris le temps de vérifier ce que je fais, qu'on n'a pas fait ses devoirs, moi, automatiquement, j'ai pas envie de créer une relation de confiance avec toi parce que tu me demandes de te faire confiance alors que toi, tu prends pas la peine, sincèrement, d'apprendre à me connaître. Exact. Ouais. Donc, ça, je pense que la nouvelle ère dans laquelle on est, c'est exigeant parce qu'il faut se dévoiler. Mais ça, je crois que c'est bien. On le voit même dans les tendances. Il y a eu une publicité, je pense que c'était Coca-Cola ou IGA. On ne parle plus du produit, on parle de l'énergie. Les gens achètent le concept. Les gens achètent le standing en arrière de ça. Exactement. Plus le produit. J'achète, en fait, l'image. J'achète ce que tu m'envoies. Donc, ça il faut en tenir compte. Les cartes d'affaires, c'est du volume, mais moi, c'est du court terme. Si tu veux créer un partenariat... Tu vas prendre le temps de voir si tu peux vraiment aider la personne. La personne va le sentir. C'est plus long, mais selon moi, c'est des références puis c'est du long terme. Bien, c'est des meilleurs clients, c'est des meilleures connexions. Oui, peut-être qu'à court terme, tu vas faire moins de quantité, puis c'est peut-être correct aussi dans ce sens-là. Puis ça, je pense qu'on avait parlé justement dans notre rencontre, mais la différence entre Apple puis Android. Android, leur publicité, ils mettent beaucoup de l'avant les performances de l'appareil, la caméra, la vitesse, le refresh rate et tout ça. Puis
etc. Versus Apple va montrer un peu le lifestyle, le mode de vie, la créativité, se rapprocher de la pomme finalement, puis de l'écosystème qui est mis de l'avant. Puis on a beaucoup plus ce sentiment-là de se reconnaître à travers la pomme plutôt que de se reconnaître à travers un appareil qui est hyper performant, tu sais. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis, tu sais, les gens qui sont Apple, puis je fais partie de ça, mais on vit de ça, tu sais, on se reconnaît là-dedans, puis c'est les meilleurs outils parce qu'on est habitué, puis je sais pas, il y a cette vibe-là, puis quand on travaille en affaires, ben, je veux dire, si j'analyse 10 agences marketing qui offrent sensiblement le même service, la personne qui va me servir ou c'est la personne de l'entreprise, je veux savoir lui ou elle, qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle a fait, tu sais, pour savoir, ouais, c'est un fit, tu sais. Oui. L'énergie qu'elle propose. Oui. Plutôt qu'un prix. C'est pas, exact. Tu vas être écouté à long terme. Ouais. Si vous allez avoir une synergie puis un travail. Sure. Moi, je me dis toujours, quelqu'un qui te choisit pour tes prix, tu vas le perdre pour d'autres prix. Ah, OK. Point. Wow. C'est ça. Parce que si tu ne crées pas une relation de confiance puis un attachement, tu ne crées pas de valeur. Mm-hmm. Puis créer de la valeur, c'est créer une relation de confiance. C'est avoir le... Tu sais, je parlais des 5 besoins relationnels. Là. C'est sûr, là, tu vois ma déformation professionnelle en psychologie, là, mais allez lire sur Jacques Salomé. Il a écrit les 5 besoins relationnels des humains. OK. Puis là, je m'en souviens pas par cœur, mais il y a le besoin d'être entendu, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être entendu au même registre que moi, le besoin d'être aimé. Je crois que c'est un besoin probablement de sécurité, le 5e, donc je m'en souviens pas. Ouais. Mais si on prend ça en considération que ce sont des besoins de base, bien, la relation de confiance, savoir que tu me comprends, que tu vas être là pour moi, si tu as compris qui j'étais, tu vas comprendre mes besoins et tu vas me permettre d'évoluer avec moi au même rythme que mon entreprise ou mes besoins. Ouais. Donc, pourquoi c'est difficile? C'est parce que ça demande plus d'efforts. Faire du développement des affaires massif, c'est du court terme. Sure. Tu veux booker des dossiers, puis c'est une stratégie qui peut être valable pour du volume, pour une entreprise. Moi, personnellement, service conseil, si je fais ça, premièrement, c'est pas dans ma nature profonde, ça m'intéresse pas. Ouais. Donc, je vais plus cas par cas, mais c'est une stratégie comme une autre. Mais tu sais, ça dépend. Si on voit une entreprise qui va être capable d'évoluer, c'est parce qu'elle arrête de focusser sur le produit final. Si on parle de Infinite Game, là, elle arrête de focusser sur le produit final puis sur le chiffre. Elle focus sur répondre à un besoin. Donc, elle va toujours être en mesure d'évoluer avec le client. Ouais. Donc, elle va rester là. Je te parlais de Michelin, c'est un bel exemple. Apple aussi, c'est un bel exemple. Exact. Donc, c'est ça. Yeah. Donc, en fait, on va aller... On va aller sur le terrain pour comprendre les besoins du client puis y trouver une solution. C'est ça que les gens achètent. Oui. C'est ça. Puis je pense qu'en régional, on achète la personne. Puis l'émotion, peut-être qu'on vit à travers. Fait que je pense pour ça que c'est aussi important de faire affaire avec des experts, quand on parle du coaching, de l'accompagnateur, d'un mentor. C'est ce qui nous fait vivre le changement, les répercussions qu'on peut avoir dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est intéressant. Puis, écoute, on arrive déjà vers la fin, troisième partie de l'entrevue. Magali, j'ai 2 dernières questions que tu connais déjà. Mais avant de tomber là-dedans, tu m'as partagé que tu écrivais un livre, que tu as déjà écrit un livre. Oui. C'est quand même intéressant, je veux qu'on en parle. Fait que le processus, ça ressemble à quoi? Peut-être les enjeux que tu as rencontrés pendant ça. Fait que parle-moi de ça. Bon, c'est ça. Le premier livre que j'ai écrit n'est pas encore publié. Okay. Donc, c'est un exercice personnel. Ouais. On a souvent des gens qu'on croise qui disent « un jour, j'aimerais écrire un livre. » Oui. Moi, je me suis dit « pourquoi pas? » Donc, on commence en écrivant une première page. Moi, j'ai une passion dévorante pour la lecture. J'adore lire plein de livres différents. J'adore aussi la littérature, la poésie, les livres sur l'histoire et tout ça. Et puis là, ça apporte, cette lecture-là, une envie, à un moment donné, de raconter ma propre histoire. Donc, le premier livre, je me suis fait un exercice, ça a duré à peu près 2 ans. C'était assez cathartique, c'était libérateur. Comme je te disais, j'ai appelé mon livre « La cure ». J'avais par chapitre, je m'installais en fait dans un endroit que j'aimais, dans un café en particulier dans lequel j'aimais écouter la vie autour de moi. Puis je te dirais en toute humilité que ce livre-là, c'est plutôt lui qui m'a écrit versus l'inverse. C'est fort ça, OK. C'est vraiment lui qui m'a écrit parce que je m'installais devant mon ordinateur
Et puis là, je lançais une idée, puis j'étais inspirée. J'avais l'impression de jouer des notes de musique sur mon clavier comme une musique, en fait, qu'on me suggère. Ouais. Des fois, j'avais des idées qui venaient, puis je me demandais si c'était cohérent. Fait que j'allais sur Wikipédia ou sur Google pour valider le terme que j'avais choisi. Okay. Puis là, je me suis dit, ah ouais, OK, ça fait du sens. C'est fascinant, notre cerveau accumule un paquet d'informations. Donc, moi, j'en avais plein, puis beaucoup d'informations inutiles aussi. Mais ce livre-là, ça a pris à peu près 2 ans. Okay. Et le processus, je suis allée me renseigner parce qu'en fait, on se dit, j'écris un livre, mais pour être édité, comment ça fonctionne. Donc, moi, ce que j'avais lu, ce qui est facilement accessible, c'est entre 30 et 50 000 mots. Donc, il y a une différence entre un roman, un essai, une critique. Bon. Et là, la ligne directrice de ton roman, idéalement, tu vas choisir un éditeur qui va correspondre à sa ligne directrice à lui. Donc, tu peux aller taper, parce que là, tu découvres le monde de l'édition. Donc, tu peux prendre des livres, puis à ce moment-là, regarder les auteurs, puis dire, OK, ça, c'est dans ma ligne directrice. Cette maison d'édition-là voudrait probablement m'éditer. S'il y a des maisons d'édition, évidemment, qui nous écoutent, faites des commentaires pour me corriger là-dedans. Je ne suis pas une spécialiste. Moi, j'ai fait cette démarche-là, donc je me suis rendue à 30-35 000 mots. Okay. Ce livre-là, qui s'appelle « La cure », avait un chapitre sur un sujet que je voulais dénoncer, que j'avais à cœur. Je me faisais des exercices de style aussi moi-même, donc je me challengeais par exemple, en parlant, je te disais que je voulais parler du trafic humain, qui est une cause que j'ai à cœur. Je parlais du fléau de TikTok sur notre jeunesse puis sur notre envie d'apprendre. Donc, je prenais des sujets chauds qui piquent, qui sont peut-être pas publiables non plus. Qui sont dérangeants pour certains. Qui sont dérangeants. Et je me suis dit, si ce livre-là est publié, est-ce que ça va avoir un impact sur ma carrière? Et là, à un moment donné, on arrive à la fin du livre. Puis ce que j'ai trouvé difficile dans l'exercice, mais ça, c'était moi ce que je m'imposais, c'est de s'assurer qu'il y a une certaine cohérence. Ouais. Donc, un roman, il y a une histoire, il y a des personnages. Moi, j'avais quand même la chance d'avoir un chapitre qui parlait, par exemple, d'un... Je parle du trafic humain. Au Québec, on a une plaque tournante du trafic humain sexuel, contrairement à ce qu'on peut penser. Tu vois, je ne savais pas ça. Un autre sujet, malheureusement, parce que les gens francophones sont une denrée rare et on est une plaque tournante pour ça. Donc, je voulais un peu dénoncer toutes sortes de comportements qui pourraient être reliés à ça. Et là, il y avait quand même une histoire qui était reliée à ça. C'était une femme qui a des gens en coaching, qui est témoin et qui entend des horreurs et qui, là, son psychanalyste dans l'histoire lui recommande d'écrire, en fait, un livre. Oui. Okay. Donc, ça se pourrait que ça soit inspiré. OK, non, c'est intéressant. Inspiré, romancé. Donc là, une fois que j'ai fait cet exercice-là, je me suis rendue à 35 000 mots. Et là, tu arrives à un moment où tu as l'impression que tu es allé au bout. Oui. Où tu as fait le tour. Ouais. Puis l'exercice que je trouvais difficile, c'est de s'assurer qu'il y a une cohérence. Donc, je prenais le temps de relire les chapitres pour être sûre que si je parlais, par exemple, de mon psychanalyste, que j'appelais mon psychancantiste, parce que un psychanalyste aime les cancans, c'est ce que j'aime dire. Les cancans. Les cancans, et que je parlais de sa façon de faire, et que je m'assurais qu'il y a une certaine cohérence. Ça, c'est un gros exercice. Écrire, je me suis aperçue que c'est une grande vulnérabilité, parce que là, moi, je mettais vraiment mes tripes sur la table. C'est un exercice douloureux, difficile, parce que tu écris pendant 4 heures de temps. Moi, j'écrivais pendant 4 heures, souvent des fois 6 heures, mais c'est vraiment un exercice. Tu pars avec ton ordinateur, tu t'en vas t'installer avec l'intention d'écrire quelque chose, puis parfois, il n'y a rien qui vient. Et t'attends que l'inspiration vienne. Donc, suite à ça, j'ai contacté une entreprise qui offre des corrections puis qui te permet un peu de catégoriser ton roman avant de l'envoyer à une maison d'édition. Donc, c'est un service d'une entreprise québécoise qui a ce service-là qui va te donner des corrections et qui va te dire, par exemple, ça, c'est pas cohérent. Un regard objectif, parce que c'est certain que ma mère a trouvé mon livre sensationnel. Mais encore, tu sais, il faut que ça soit critique. Mais encore. Et là, à la fin de l'exercice, j'ai trouvé ça très drôle. Ben, en fait, c'est ça, ils m'ont dit, excuse-nous, on ne sait pas comment catégoriser ton livre. Es-tu fâché? Là, j'ai dit, ben merci.
Là, j'ai dit, ben merci beaucoup. Ah ouais. C'est un compliment. Ils m'ont dit, on va te rembourser. Ah ouais, OK. Oui. Ah, quand même. Donc, peut-être que mon livre était pourri, en fait. Puis qu'ils ont été très, très gentils et politiquement corrects pour me dire, bon, mais combien de personnes dans l'histoire qui se sont fait dire non? Je pense J.K. Rowling, 10 fois, je pense, là, Harry Potter. Là. Ça fait comment Exact, qu'on s'est fait dire ça rentre pas dans Ah une ouais, c'est catégorie. Ça se peut que ça corresponde pas à un langage du Québec. Le timing est peut-être Sure. pas bon. Je pense que c'est Le Guerrier Pacifique qui est resté 20 ans, puis il y a eu 5 rééditions. Donc, c'est ça. OK. Donc, moi, j'ai dit, merci beaucoup pour votre honnêteté, Ben oui. pour le remboursement. Je vais le prendre. Ouais. Merci. Ouais. J'apprécie. J'adore ça qu'on me dise que je suis dans aucune catégorie, je suis pas normale. Donc là, puis là, ce que je te disais, ce que j'avais lu, c'est qu'il y a toutes sortes de techniques pour t'assurer des droits d'auteur. Tu peux, avec des logiciels Ouais. PDF, assurer une espèce de signature électronique. Oh, oui. Moi, j'ai pris la version old school. Donc, c'est d'imprimer ton document, de te l'envoyer à toi-même par courrier recommandé et puis de jamais ouvrir l'enveloppe. J'adore. J'ai trouvé ça très émotif de Ouais. prendre de prendre Ta les création, pages, ta ben oui. création. Ouais. Je l'avais marqué, évidemment, la cure. Ouais. Et là, tu le glisses dans l'enveloppe, tu l'envoies toi-même, puis il dort. C'est comme un trésor qui reste chez moi. Et puis, je l'ouvrirai jamais. Donc, si un jour, peut-être que je vais le retravailler, peut-être que ça sera plus Yeah. d'actualité, mais ça a été un exercice qui m'a permis de comprendre que j'étais capable de le faire. Incroyable. Puis là, ben, je me lance dans le deuxième. Sure. Puis là, je dis deuxième. En fait, ça sera peut-être le premier officiel publié. C'est dans le but d'être publié, là, dans ce Oui. cas-là? Oui, OK. Oui, oui. Mais peut-être, écoute, parce que c'est ça Ouais. qui est intéressant dans l'écriture d'un livre, c'est que tu donnes tout ce que tu as Ouais. sans savoir en bout de ligne si tu vas avoir du Right. succès. Oui. Tu sais pas. Ouais. Donc là, l'exercice, ça va être beaucoup plus orienté sur le leadership philosophique, intentionnel, sage. J'aimerais beaucoup outiller les gens dans le développement de leur conscience, de leur impact dans les entreprises. Selon moi, il y a beaucoup de gestionnaires qui deviennent toxiques malgré eux parce qu'ils n'ont pas de support, ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas de rétroaction. Donc, j'aimerais que ce livre-là devienne une espèce de... J'aimerais beaucoup qu'il aide les gens, en fait. Donc, Une référence un peu? Une référence dans... ben, les- écoute, pourquoi pas? Mais l'idée, c'est que Pourrait- si je peux aider une personne, si toi, je te le livre entre mes mains, entre tes mains, mon livre entre tes mains, puis que tu dis que ça t'a fait réfléchir, T'as je vais réussi, avoir t'as réussi laissé- ton je vais avoir objectif. laissé une trace de mon passage sur la Terre. C'est et puis intéressant, ça va ça. être mon cadeau à Ouais. l'univers. Oui, non, c'est intéressant. Puis, tu sais, je me demande, par contre, pour ton deuxième livre, si est-ce qu'on a absolument besoin de passer par une maison d'édition ou tu pourrais le pousser puis le mettre dans des librairies ou le vendre en ligne? Tu sais, as-tu déjà pensé à faire ça ou c'est trop coûteux? Je sais pas c'est quoi le processus. Ben, en fait, tu sais, je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Ouais, C'est une ouais. grande question qui revient. Moi, ce que je vais dire, ça engage que moi. OK. Donc, c'est mes conclusions à moi. Ouais, ouais, ouais. C'est très délicat comme sujet. OK, OK. Il y a, je me suis renseignée, ma mère lit beaucoup, c'est une ancienne professeure de français, elle a fait des corrections de livres, donc on s'est renseigné. Puis ce que j'ai entendu, c'est que dans le milieu de l'écriture, c'est que les gens qui vont s'auto-éditer, Ouais. c'est souvent parce qu'il n'y a aucune maison d'édition qui a eu envie de prendre le risque de les publier. Right. Donc, il y a plusieurs conclusions qu'on peut en arriver. Est-ce que c'est pas une bonne catégorie? Est-ce que c'est Reconnaissance. pertinent? Est-ce que... C'est pour ça que je dis que ça n'engage que moi, parce que s'il y a Interesting. des gens qui écoutent, qui se sont auto-édités, ils vont dire non, Ouais, mon livre c'est est ça. bon, Ben donc oui. c'est pas à moi de juger ça. Évidemment, ce qu'on dit, puis l'information que je donne là aussi, c'était quand même à valider, mais si je me trompe pas, un auteur reçoit 10 à 12 de la vente du livre, puis je crois que c'est à la fin de l'année. Donc, une maison d'édition prend en charge, normalement, elle te propose un retour de correction, Je comprends. des notes à l'auteur. Ouais. Elle va te dire, si tu veux qu'on vende ton livre, il faudrait peut-être que tu fasses ça. Donc, l'auteur a le choix d'accepter de prendre Ouais. la ligne directrice de l'auteur. Des fois, ça peut peut-être dénaturer sa pensée, puis il va décider que non. Mais la maison d'édition prend en charge OK, les tournées. Tu Comme vas un avoir agent, une visibilité. Exact. OK. Donc, OK. si toi, tu écris un livre puis qui te donne 10 ou 12 au Québec, je pense qu'un best-seller, maintenant, c'est 2000 ou 4000 Vente? ventes. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ben non. Puis encore là, corrigez-moi si Wow. c'est pas le bon Il terme. me semble que c'est très peu, là. C'est très peu. Donc, sur un Je livre, comprends. Ouais. tu le fais par passion. Au Québec, on n'a pas le volume pour dire Ouais, qu'un c'est ça, auteur va vivre de sa plume. Ceux qui le Right, font, right. ils sont chanceux, mais tu vas peut-être recevoir un livre
25 $, 10 C'est ça, exact. Ouais. Tu ne vas pas payer Non. ta maison avec ça. Non. Tu le fais par passion, par générosité. Donc, évidemment, quand tu t'auto-édites via différentes plateformes, ben à ce moment-là, tu sauves, évidemment, tu as toutes les retombées, tu as aussi toute la charge de la publicité. Donc, c'est un choix. Fait que peut-être qu'un influenceur qui a déjà beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux pourrait le pousser, là. Ouais, pourrait peut-être avec le son pousser avec exact. Right. Puis peut-être que ça pourrait être intéressant. Moi, là, personnellement, en toute honnêteté, juste l'exercice d'écrire puis de redonner, c'est correct. C'est un peu ton paycheck de cette manière-là. C'est mon objectif. Ton objectif. Oui, exact. Je pense pas qu'il y ait des écrivains qui mettent leur livre pour un objectif financier. Je crois Initialement, pas, non. je pense pas, parce que... Je pense pas. Non, Il y a un angle, par exemple, qui est quand même assez connu dans le domaine de la consultation puis des experts là, en coaching. OK. C'est qu'un livre va venir asseoir ton expertise de façon immédiate. Right. Souvent, les gens lisent pas ton livre, mais parce que tu as écrit un livre, C'est ça. tu peux te présenter comme un expert. En même temps, ça démontre que tu es capable de structurer ta pensée. Tu as fait cet exercice-là. Donc, tu sais, je pense que c'est une démarche personnelle. Interesting. Toutes les démarches sont valides. Ouais. Moi, personnellement, le livre, il y a un petit côté un peu philosophique. Je suis intéressée par Marc Aurèle, je suis intéressée par Spinoza. J'aimerais ça amener ça dans le côté de la gestion. Donc, pour que ça soit utile. Mais tu sais, pour moi, c'est pas non plus la même catégorie qu'un roman. Quelqu'un qui écrit un roman philosophique, moi, j'aime beaucoup la littérature française. On n'est pas dans la même catégorie, là, mais quand même. Il faut commencer. Faut commencer. Faut Just do commencer. it. Just do it, guys. Ouais. On va clore l'entrevue avec les 2 dernières questions, comme je t'avais déjà présenté. Donc, la fameuse question, ce serait la suivante. Ta vision du succès, et si tu mixes le personnel et le professionnel, ce serait quoi ta définition? Je vais te répondre d'un côté peut-être un peu philosophique. Donc, je te répondrai pas clairement. OK. Oui, en effet. Je vais te laisser l'opportunité d'interpréter. OK. Je vais dire, moi, personnellement, avec mon expérience, le succès, c'est l'écart entre ce que tu désires et ce que tu atteins. Le succès, tu vas en avoir plusieurs dans ta vie. Le succès, c'est d'arriver à désirer quelque chose, de l'obtenir. Au moment où tu l'obtiens, tu as envie d'autre chose. Donc, tu vas continuer encore techniquement parce qu'on a tendance à vouloir obtenir ce qu'on n'a pas. Ouais. On a tendance à vouloir faire des efforts aussi. Ouais. Puis plus on met des efforts pour y arriver, plus on a des chances, évidemment, d'atteindre ce qu'on veut. Donc, le succès, c'est ça. Mais le succès, ça correspond beaucoup à ce que tu... Puis encore là, c'est quand même assez... c'est une excellente question parce que on a du succès quand on a un sentiment d'accomplissement. Quand j'avais ma première voiture que j'ai payée moi-même, 4 000 $, ma Golf, j'avais un sentiment d'accomplissement. Clairement. La BM, je l'ai payée beaucoup plus cher, mais c'est encore juste un sentiment d'accomplissement. Ouais. Donc, on est constamment à la recherche d'un sentiment. C'est ça qu'on cherche. Le succès, c'est associé à un sentiment. C'est ça qu'on fait. On veut avoir un sentiment de fierté, un sentiment de liberté. On est constamment à la recherche d'un sentiment et on l'associe à une finalité en soi. Donc, moi, personnellement, j'ai besoin d'être passionnée par ce que je fais. Ouais. J'ai besoin de sentir que je suis utile. Donc, avoir du succès, c'est être capable d'être utile pour les gens, d'être appelé pour ce que je peux... Pour les expériences que j'ai acquises avec douleur et... avec douleur, et que je puisse redonner, puis de vivre de ma passion. Pour moi, personnellement, c'est du succès. Et puis là, je t'ai répondu, en fait, je suis un peu je donne beaucoup. Je suis une personne qui a beaucoup investi dans sa carrière. Ouais. Puis c'était le mode de vie que j'avais. Donc, moi, j'ai pris la décision de ne pas avoir d'enfants. Et puis, voilà, j'ai investi sur redonner, retransmettre. Je vais continuer ensuite le reste de ma vie. Donc, à la fin de ma vie, je vais me dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pris des risques, puis j'ai réussi. Parce que je suis là où... pas là où je m'attendais,
Mais maintenant, je suis sereine et je suis bien. C'est cool que tu aies touché la question de l'enfant, comme, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui définissent le succès, mettons, personnel à bâtir une famille, ou avoir des enfants, les fameux piliers d'avoir une belle maison, voyager, un beau char, un enfant et demi, puis un golden retriever, tu sais. Mais pas nécessairement, parce que tu as beaucoup de gens qui se retrouvent peut-être en burn-out aussi par la suite, ayant accompli tout ça. Puis, oui. Comme moi, à 30 ans, quand je te disais, j'ai techniquement sur papier. Puis c'est un processus qu'on fait. Ouais. C'est un processus où, en fait, tu sais, il y a une chose, je me souviens plus encore quel philosophe disait ça, mais il y a une chose, puis de toute façon, on s'en fout. On s'en fout, c'est vrai. Je ne veux pas citer personne, là, mais, mais l'idée, là, c'est qu'il y a peu de gens qui font réellement l'expérience des choses. On grandit en appliquant ce qu'on nous a dit, ce qu'on a acheté pour vérité. Sure, exact. Donc, on se dit, techniquement, le bonheur, je devrais être heureux parce que mes parents me félicitent, parce que je suis un certain poids, j'ai telle voiture, j'ai une famille, je suis un père de famille, j'habite dans un certain quartier. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'une bonne partie de notre enfance jusqu'à l'adolescence, 20-25 ans, on va expérimenter, en fait, le contraire, ce qu'on nous a appris. Ensuite, on essaie de se créer soi-même une structure en pensant qu'on sait ce qui est bon pour nous. On l'expérimente. Puis là, on arrive dans la quarantaine. Souvent, on dit que c'est la crise de la quarantaine. Mais en fait, c'est pas une crise, c'est un réalignement pour dire la structure que j'ai bâtie, finalement, ça ne me correspond pas. Donc, on a des points névralgiques dans notre vie comme ça, où on se dit qu'il y a un écart entre ce que je pensais, ce que je m'attendais, puis ce que je vis. Donc, le succès, c'est d'aller chercher cette satisfaction-là de dire j'ai choisi pour moi, je suis cohérente avec ce qui m'intéresse, je connais mes besoins. Bien là, c'est toute une vie, hein? Je veux dire, ça prend toute une vie. C'est un processus qui est en changement. Donc, la définition de ton succès à 30 ans, tu sais, moi, aujourd'hui, je te dis, j'ai envie de transmettre et de donner, c'est bien, mais à 30 ans, quand j'avais 3 500 $ dans mes poches, j'avais envie de gagner de l'argent. C'est ça. C'est OK aussi. Ben oui, exact. S'il y a des gens qui ont envie d'avoir une famille puis que leur vision du bonheur, aujourd'hui, c'est ça. Dans 6 mois, ça ne sera pas ça, puis c'est OK aussi. Je pense que la pire chose qu'on peut faire, c'est de s'imposer quelque chose qui ne nous correspond pas. C'est là où on est malheureux. Et puis, il y a une chose, c'est qu'on ne trouve pas les réponses dans notre tête, parce que ce qu'il y a dans notre tête, c'est ce qu'on a appris. C'est notre perception des choses, mais souvent, plus souvent que ce n'est pas, c'est pas la réalité, tu sais. Dans l'inaction, justement, on se développe pas. Fait que c'est aussi bien de faire des erreurs puis d'apprendre de ça. Évidemment, il y a certains niveaux d'erreur, là, mais il y a des décisions à prendre. Là. Oui. Right? Fait que c'est intéressant ce qu'on parle, puis c'est pas parce que on a une certaine limitation de temps, puis je vais te proposer quelque chose à la fin de l'entrevue que je pense que tu serais ouverte à ça. Fait que la dernière question qui fait suite à ça, c'est si tu avais l'opportunité de parler à une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Je lui dirais, vis. Saisis la vie à pleines dents. Expérimente. Profite. Essaie. Pleure. Aime. Oublie. Recommence. Prends des risques. Tu peux rien perdre. Je lui dirais, arrête de douter de toi. Fais-toi confiance. Avance. Tu as le temps. Tu as tellement le temps. Et puis, tout ce que tu connais de la vie, c'est pas en fait ce que c'est. Tu vas pouvoir la recréer. Donc, la seule façon de le faire, c'est d'arrêter de douter. Donc, fais-toi confiance, vis, pleure, couche-toi trop tard, permets-toi de faire des erreurs, permets-toi d'apprendre, permets-toi d'être totalement imparfaite. Parce que tu es totalement imparfaite, puis c'est dans la découverte de ton imperfection qui va faire que tu vas devenir unique. Donc accepte ce qui arrive à toi. Et puis, c'est ça, vis pleinement. Oui, c'est ce que je ferais. J'adore ça. Excellent conseil. Je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets, dans le sens quelqu'un de jeune peut faire des erreurs. C'est comme, OK, sachant tout ça, maintenant, je ne l'aurais peut-être pas fait, mais en réalité, ce que tu as vécu, évidemment, ça t'a moulé pour la personne qui était aujourd'hui. Right? Fait que tu as appris ces choses-là. Je pense qu'il ne faut pas regarder négativement notre passé. Fait que, non, parce qu'en fait, tout ce que tu expérimentes te permet de savoir qui tu es. Parce que pour être capable de vraiment mieux définir qui tu es, tu as besoin de toucher les extrêmes. On le fait tous. Donc, si tu perds ton énergie à te juger,
tu prends pas cette énergie-là à te construire. Donc, plus tu peux accepter les expériences en te disant « j'attire à moi des bons enseignants », j'ai attiré à moi des bons enseignants, des personnes qui me permettent de dire « c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que j'ai envie d'être, c'est pas ce que j'ai envie de ressentir ». Puis l'idée là-dedans, c'est qu'il faut pas que ça vienne de ta tête parce que c'est toujours des croyances, des concepts qu'on achète pour vérité. Là, on se fait bombarder de beaucoup trop d'informations, puis on a de la difficulté à retrouver son sens puis son alignement, sa boussole intérieure. L'idée là-dedans, c'est vraiment interroger nos tripes, notre corps, puis surtout, mon Dieu, se donner le droit de dire « je le file pas » sans se justifier. Sans se justifier. Oui, parce qu'en fait, c'est qu'en bout de ligne, si tu dis « OK, ça n'a pas donné le résultat que j'attendais, mais j'étais cohérent puis intègre avec moi », bien, tu as réussi. C'est tout. C'est ça. Tu sais, tu as toute la vie devant toi. Même encore, je me suis réveillée un matin puis je me suis dit, hey, j'ai peut-être 50 ans encore devant moi. Hey, no. 50. C'est fou, ça. Hey, 50 ans. Je veux dire, là, si tu as 26 ans, puis puis je sais que les gens disent que tu as toute la vie devant toi. Le problème, c'est qu'on espère marcher sur le chemin puis tomber sur une enveloppe qui va dire « Bonjour, Anthony, voici ta mission de vie. » Oui, c'est ça. Ça marche pas comme ça. Tu la crées, tu sais, tu la crées ta vie. Parce que tu sais pas quand t'es jeune, tu n'as aucune idée de savoir qu'est-ce que tu veux faire pour le restant de ta vie quand tu rencontres une orienteur, mettons, sur la 5. J'aime plein de choses, je sais pas si je veux faire ça, j'ai aucune idée, fait que just try it, puis we'll see, c'est intéressant. Tu vas te tromper, puis tu vas être capable de dire « Ah, maintenant je sais ». Oui, mais c'est maintenant, je sais. Maintenant, je sais. Souvent, pour finir là-dessus, j'avais ce questionnement-là récemment. Puis je suis comme, pendant que j'habitais chez mes parents, j'aurais dû mettre l'argent plus de côté. Mettons, d'investir dans un CELI, là, je comprends, mettons, parce que récemment, j'ai compris l'utilité de CELIAP, CELI, les REER, tout ça. Puis overtime, le compound effect. Puis j'étais comme, hey, man, t'avais aucune dépense. T'aurais dû mettre, mais dans le sens, c'est pas plus grave que ça. Mais tu vois, des fois, t'es comme moi. Je vois qu'il y a des gens de mon âge dans une certaine situation qui achètent qui se mettent peut-être en dette ou qui achètent certaines choses qui sont pas inutiles juste pour paraître bien. Profite de ce moment-là, surtout quand t'es jeune, chez tes parents, par exemple. Lance-toi en affaire, try some things, prends des risques. Ça serait ça, je pense. Je pense qu'il faut pas essayer de grandir trop vite. Oui, on veut souvent être adulte trop vite. Oui, on va être reconnu rapidement. Moi, je trouve que la nouvelle génération aujourd'hui a beaucoup de pression. On sait que les gens vivent beaucoup d'anxiété. Donc, quand j'habitais là, dans les Laurentides à 18 ans, là, parce que j'ai vu l'arrivée d'Internet. Oui, c'est vrai, tu as vu l'avant et l'après. J'ai vu l'arrivée d'Internet. Moi, à 18 ans, j'avais aucune idée qu'il y avait un jeune homme ou une jeune fille qui était propriétaire de sa 3e compagnie, qui était mannequin. J'avais accès seulement à ce qui était dans ma communauté. Exact. Donc, je me comparais quand même. Parce que la comparaison, on l'a toujours fait parce qu'on a une pression sociale de correspondre à quelque chose dans notre culture, notre communauté. Moi, je suis quand même fille d'un père immigrant. Je me suis fait répéter toute mon enfance. Moi, je suis arrivée ici, j'avais pas de chaussures. Je suis arrivée par bateau. Tu l'as vécu. Je l'ai vécu, donc je voulais pas décevoir. Fait que j'ai vécu cette pression-là à ma façon. Okay. Mais l'idée, c'est qu'on veut grandir trop vite en pensant qu'on va saisir plus rapidement l'instant. Exact. Tu sais, il y a Aznavour, dans une chanson, hier encore, j'avais 20 ans, il dit j'ai voulu, je caressais le temps, je l'ai gaspillé en croyant l'arrêter. Et puis, je voulais le devancer, en fait. Mais on le fait à 20 ans. Tu sais, tu parles de toi avec ton CELI. Tu le sais aujourd'hui. Bon, mais maintenant, c'est juste d'agir, tu sais. Parce que c'est un peu comme si tu regardais tes livres de première année puis que tu t'accusais de même pas être capable d'écrire en lettres attachées. Exact. C'est trop facile, ça. C'est trop facile de dire ça. Tu peux pas juger après coup. Mais l'idée, c'est pas se comparer. Ça, c'est difficile. C'est vraiment de rester focus sur tes ambitions, sur ton instinct, sur tes tripes à l'intérieur de toi qui vont te guider. Puis tu te dis, mon individualité, elle est là. Donc, c'est partir à la découverte de ton individualité qui va faire qu'on ne peut pas te copier. Ton service va être unique. Les gens vont te choisir toi. Donc, c'est aller à la conquête. Et puis, ben oui, il paraît que c'est toute une vie. Donc, il y a des étapes. Je pense qu'on apprend, puis je dis ça, je veux dire, j'ai encore tellement de choses à apprendre, mais on apprend à pardonner, on apprend à faire des deuils, on apprend à accepter aussi les choix qu'on a faits, puis un jour,
Je suis dans le processus. OK. J'y travaille. Mais un jour, j'espère être capable d'honorer mes choix, de les honorer avec bienveillance, Ouais. puis sagesse, Ouais. pour me dire que ça m'a permis aujourd'hui. Donc, reprocher tout le pire, mais reprocher aussi le meilleur. Puis de me dire aujourd'hui, c'est ce que je suis. Donc, et puis je l'ai appris en sachant ce que j'étais pas. Et pour ça, il faut côtoyer des gens, il faut être curieux, Sure. il faut écouter, partager son histoire, être inspiré, puis être inspirant, puis après, rayonner. Voilà. Incroyable. Incroyable fin d'épisode. Il y a plein de sujets que je voulais discuter avec toi, puis je reconnais que je pense qu'il faudra faire des plages horaires de 2 heures ensemble parce que évidemment, nous, c'est d'1 heure, mais je veux dire, des fois, il y a une connexion qui se fait beaucoup plus avec certains invités. Peut-être plus verbomoteur, on a plus de référents. En tout cas, il y a plein de contextes. Trop. Non, mais j'aime mieux que tu me donnes... Ben, c'est pas grave, mais tu sais, dans le sens, j'aime mieux que tu me donnes de la viande que pas assez. C'est un peu ça, la game du podcast, dans le sens, si je te pose une question, tu dis oui, non, peut-être. OK, mais encore. Tu travailles fort. Tu sais, c'est comme, on peut-tu aller un petit peu plus loin? Puis avec toi, j'allais facilement. Fait que ça, 10 sur 10, j'adore ça. Puis c'est le fun aussi d'avoir une relation plus, tu sais, j'ai 25, 45, il y a une certaine expérience qui est là. Fait que bref, ce que je voulais te proposer, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. Donc, évidemment, je le propose à mes invités, mais ça pourrait être super cool de justement revenir sur des sujets, puis aborder des sujets qu'on n'a pas discuté encore. Écoute, ça me ferait un grand plaisir. Un part 2, puis juste faire un suivi là-dessus. Je pense que ça serait super pertinent. J'ai adoré mon expérience. Comment t'as aimé ça? Ben moi, je peux te dire, puis je fais pas la technique du sandwich, mais je te trouve très bon parce que tu as été capable de garder le fil conducteur. Tu écoutes beaucoup. Fait que ça, c'est la preuve que tu écoutes beaucoup. Merci. Tu m'as ramené. C'est excellent. Ben, j'essayais, tu sais, à un moment donné, c'est comme parfait. c'est super crunchy, super pertinent, puis tu essaies de naviguer là-dedans. Non, c'était parfait. Tu as été capable de capturer les moments. Fait que j'ai Alright. aimé ça beaucoup. Je me suis sentie écoutée. Donc, merci beaucoup. C'était une belle expérience. 100%. Ça me ferait plaisir d'être là encore puis d'échanger sur plein d'autres sujets qui t'intéresseront. 100%. Là. C'est des beaux moments, puis je pense Oui, que c'est la valeur ajoutée d'avoir un contexte un petit peu plus intime aussi, one-on-one, dans un studio. Fait que non, j'ai adoré mon expérience, puis merci pour ton temps, évidemment. Où est-ce qu'on peut te contacter sur les réseaux sociaux pour faire avec toi? J'écris beaucoup sur LinkedIn à tous les jours, du lundi au vendredi, je publie. Donc, LinkedIn, c'est là mon réseau principal. Ouais. Facebook, plus ou moins. LinkedIn, c'est pas mal ce réseau-là. J'ai aussi un Instagram public que j'essaie d'alimenter régulièrement. Mais voilà. Excellent. Oui. Super. Merci encore pour ton temps. J'apprécie beaucoup. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.